Euh, Bonjour ou bonsoir tout le monde. Euh, Avant de commencer, je tiens d'abord à m'excuser auprès de toutes les personnes qui m'attendaient hier parce que le live était prévu pour hier et malheureusement je n'ai pas pu faire ce live parce que j'étais pas bien portant, je me sens pas bien. J'ai fait une très forte fièvre hier et donc j'ai décidé de ne pas faire le live et de revenir aujourd'hui, répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Et voilà, donc je ne veux pas perdre beaucoup de temps. Je ne suis pas très bon, je préfère vous le dire et je le dis souvent, je ne suis pas très bon dans les lives et surtout sur le plan technique, gérer toutes ces choses-là. Déjà, j'ai comme l'impression c'est une nouvelle plateforme vidéo de Facebook et, euh, et franchement, je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne. Je ne sais même pas si des gens sont en ligne. Je pense que les gens sont en ligne, les gens suivent et que ça se passe bien, j'espère en tout cas. Euh, Pardon, mais je ne vois pas en fait les personnes qui sont en ligne. Mais écoutez, vous allez me le dire au cas où. Et puis voilà. Euh, Comme j'ai dit, j'avais décidé de faire ce live pour répondre à des questions parce que je ne suis pas, et je le répète encore, très bon dans les lives. Et donc, j'avais décidé de répondre à toutes aux questions qui me sont souvent posées. Il y a des gens qui m'écrivent sur mon mur, il y a des gens qui m'écrivent en privé. Parfois, il y a des gens qui m'appellent aussi, qui connaissent mon contact et qui veulent savoir, qui veulent avoir des réponses sur telle ou telle autre question. Et donc, je m'étais dit, ben, je vais faire un live où je vais prendre toutes les questions, toutes les préoccupations et puis, je vais essayer de l'aborder avec vous humblement en, en fonction des connaissances qui sont les miennes. Donc, voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Juste pour m'assurer qu'on m'entend, est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'avec la nouvelle plateforme, je ne comprends pas vraiment comment ça fonctionne. Je veux juste m'assurer qu'on m'entend bien. Attends, il y a quelqu'un. Est-ce que vous me voyez ou... Ah, vous êtes là? Ah, ok, je vois, il y a des gens. Ah, ok. Parce que j'ai comme l'impression que... Vous m'entendez ou non? Euh, Ah, désolé. Là, je vois que... Ah, je vois des gens ça. Donc, vous m'entendez alors? Bah, écoutez, je vais commencer directement à répondre aux questions pour ne pas perdre le fil des idées. J'ai des questions, vous allez m'excuser, j'aurais souvent regardé vers la gauche, ma gauche à moi, parce que j'avais noté toutes vos questions. J'ai ça sur une plateforme et puis je peux les lire et puis essayer de vous répondre. Bon, déjà là, on va commencer parce qu'il y a des réponses aussi, il y a des questions qui... Mais il y a quelqu'un qui me dit, mais quelqu'un qui me dit que je ne suis pas là. Ah ben oui, vous m'entendez, vous êtes... Ah ok. Ben donc vous m'entendez bien là. Pour m'assurer, excusez-moi, juste parce que je ne m'entends pas bien. Euh, yeah. Ah, tout est bien? D'accord. Parfait. Donc je commence par répondre aux questions. Parce qu'il y a des questions, et c'est ça le défi, c'est il y a des questions, les pardon, questions avant, je les ai notées, donc je les ai, et puis il y a des questions qui sont posées ici. Euh, donc, je commence là. Il y a quelqu'un qui a demandé mémoire génocide. La question est, est-il vrai que vous avez rencontré Vital Kamere qui vous aurait gratifié de quelques billets rumeurs qui circulent sur le net? Ben écoutez, j'avais promis de répondre à toutes les questions sans faux fuyant.
Je vais vous dire directement que je n'ai pas rencontré Vital Kamerhe. La dernière fois que je l'ai vu, Vital Kamerhe, ça fait peut-être 7 ou 8 ans. Euh, par contre, on a déjà discuté au téléphone et ça fait 2 ans, 2 ans la dernière fois. Et je ne l'ai plus vu, je n'ai pas parlé avec lui. Il ne m'a jamais gratifié de quoi que ce soit. Bien entendu, j'ai vu circuler sur le net, il y a des gens qui ont fait circuler une photo de moi et de sa belle-sœur, la sœur, donc la grande sœur de sa femme, et ils ont écrit là que Patrick Mbeko aurait reçu de l'argent. Je vais être très clair avec vous. D'abord, la personne avec qui j'ai pris la photo, je la connais très bien. Elle vit ici au Canada, particulièrement à Montréal. Je la connais, c'est pas d'aujourd'hui. Cette photo a été prise dans une situation particulière. On s'est rencontrés quelque part. Elle a demandé de prendre un selfie avec moi, comme beaucoup de gens. J'ai pris un selfie avec elle et puis point, ça s'est arrêté là. Il n'y a rien d'autre. Ceux qui connaissent ma position sur les hommes politiques congolais, à commencer par Vital Kamerhe, devraient sourire. Et je profite de cet événement aussi pour dire que les Congolais, nous devons devenir très sérieux et très rigoureux. Euh, Moi, je peux comprendre les gens qui propagent des imbécilités sur les gens sur Internet, et particulièrement parce qu'on m'a dit, je sais c'est qui, on m'a montré, c'est un groupe de combattants. Bon, euh, honnêtement, c'est parce que vous avez posé la question, mais les gens m'ont appelé pour me dire, oui, Patrick, il y a une photo qui circule, qu'est-ce que tu dis? J'avais dit que je ne réponds pas à des imbécilités, et ceux qui me connaissent le savent. Je suis très allergique à la bêtise, et surtout quand elles émanent des Congolais, parce que d'abord, cette photo-là, elle n'est pas nouvelle, elle est publique. La personne qui a demandé de prendre un selfie avec moi, donc la, sœur de Vital, la belle-sœur de Vital Kamerhe, euh, on a pris le selfie. Elle m'a demandé, elle m'a dit, mais écoutez, Patrick, est-ce que ça vous dérangerait si je le mets sur ma page Facebook? J'ai dit, non, il n'y a pas de souci, c'est ton choix. Comme la plupart des gens avec qui j'ai pris des photos et qui l'ont mis sur leur page Facebook, Instagram, je ne sais pas, c'est leur choix. Donc j'ai pris des centaines de photos avec les gens à travers le monde. Je ne suis pas là pour les contrôler. Cette photo était sur Internet, sur sa page pendant très longtemps. Et donc, quelqu'un, un combattant qui aurait des problèmes psychiatriques, parce qu'il y a un, comme on dit, qui est à Toronto, qui devrait avoir des problèmes psychiatriques, qui a pris cette photo-là et puis qui a dit que Patrick Mbeko a pris 9 millions. Donc, on ne m'a pas payé, personne ne m'a payé, aucun politicien ne m'a payé. Quand bien même, je dois vous dire, j'ai été sollicité à maintes reprises, je suis toujours sollicité encore aujourd'hui, y compris par la présidence de la RDC. Ça s'est passé sous Kabila, même aujourd'hui sous Félix, il y a des gens qui m'ont contacté. Mais par probité, et puis je pense que je ne suis pas euh, prêt à travailler dans les circonstances, dans les conditions qui sont celles qui sont dans l'RDC. Donc je n'ai pas voulu de ces sollicitations. Je les ai remerciés pour la considération qu'ils ont pour ma petite personne. Je ne sais pas qui, je suis juste une petite personne comme tout le monde. Donc je les ai remerciés. Donc je n'ai pas reçu de l'argent de qui que ce soit. Donc sur ce point-là, ça doit être clair et je dois répondre aux imbéciles qui aiment propager des trucs sur Internet. Et je crois que les Congolais, vous, qui suivez par ces gens-là qui se disent combattants, qui prétendent parler au nom du Congo, je crois que nous devons quand même retenir des leçons. Donc, des gens qui ne sont comme ça, qui se comportent de cette manière-là, ce ne sont pas des gens comme ça qui vont changer les choses au Congo. Nous avons besoin des gens qui ont des principes et qui ont des valeurs. Des gens qui sont des farceurs, des menteurs, qui mentent sur Internet pour se donner bonne conscience, ce n'est pas bien. Et personnellement, je n'ai vraiment pas le temps de répondre à ces gens d'imbéciles. Pour moi, ce sont des imbéciles qui ne sont pas importants, qui n'apportent rien à ce combat, à part la bêtise à laquelle ils nous ont habitués. Donc, sur ce point-là, je n'ai vraiment pas le temps pour eux. Et encore une fois, je n'ai pas reçu de l'argent de qui que ce soit. Euh, Boxe anglaise. Des personnes avec votre savoir, nous les voulons dans ni dans la Talibanie, ni dans la Pangistanie. Pardon, vous allez m'excuser, je suis un peu malade, je vous ai dit. Donc, ces deux groupes de fanatiques tribaux sont un grand danger pour le pays. Vous critiquez quand il faut critiquer, vous faites des éloges lorsqu'il y a des bonnes actions. Nous avons besoin de vos compétences, nous avons besoin de vous comme Congolais et non comme Pangistano-Talibans. Mais écoutez, c'est votre avis, je respecte. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est j'ai toujours voulu me défaire de l'étouffante tutelle des mouvements politiques pour la simple et bonne raison que, vous savez, chez nous, on ne défend pas les idées, on défend les individus.
Quand vous allez dans un parti politique, dans un mouvement politique, ce sont des individus. Et moi, je suis très mal à l'aise avec ça. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais adhéré à un parti de qui que ce soit. Je n'ai jamais été membre d'un parti ou d'une plateforme, que ce soit au pays ou dans la diaspora. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, si le pays a besoin de moi, j'essaierai d'apporter ma modeste pierre. Ça, je n'ai jamais fermé la porte à ça, en autant que les choses se passent selon les règles de l'art. Je ne suis pas là pour accompagner des systèmes qui ne sont pas bons. Et tout ça, donc c'est juste ça. Euh, Patrick, Patrick, AGM, Monsieur Patrick Mbeko, avec le Covid-19 et ses nombreux mouvements géopolitiques, pensez-vous que l'Afrique aura une place dans un nouvel ordre mondial? Est-il temps de créer un centre d'études stratégiques africain? Ben écoutez, pardon, écoutez, c'est sûr qu'avec le Covid, avec cet événement, après cet événement, le monde ne sera plus comme avant, ça c'est sûr et certain. Il y aura beaucoup de changements qui vont intervenir sur l'international et on est déjà en train de voir ce qui est en train de se passer ailleurs, notamment dans les pays qui sont très frappés en Occident. Dans beaucoup de pays, il y aura des changements majeurs. Mais ça dépend de quel type de changement, parce qu'à chaque fois, à chaque fois qu'il y a des grandes crises, il y a aussi des changements qui s'opèrent dans le sens des pouvoirs de l'argent. Donc, c'est ce qu'on a appelé la stratégie de choc, que Naomi Klein a appelé la stratégie de choc. C'est-à-dire qu'on se sert des crises pour avancer des agendas, des cartes qui n'ont peut-être rien à voir avec le bien-être des populations. Mais tout ceci peut avoir aussi des conséquences inattendues dans la mesure où le système capitaliste, cette crise a montré aussi les limites du système capitaliste. Est-ce que l'Afrique peut capitaliser là-dessus? Peut-être, mais en autant qu'il y ait une pensée stratégique qui accompagne ça. Il faut qu'il y ait une vision au niveau des États africains. Et sur ce point-là, je pense que c'est quand même problématique. Regardez comment la crise a été gérée en Afrique. Regardez comment la crise est gérée en Occident. Regardez en France, il y a eu un rapport sur le Covid-19 sur les répercussions que cette pandémie peut avoir au niveau africain, au niveau des régimes africains. Un tel rapport a été conçu, c'est sûr et certain, avec l'assistance des services de renseignement. Donc voilà, en France, on parle déjà, on est en train de regarder la crise du Covid, disons, sous le prisme de politique et de géopolitique, aussi bien sur le plan mondial qu'intérieur. Au niveau intérieur, on regarde l'Afrique, on se dit, voilà ce qui pourrait arriver en Afrique. Le problème, c'est que les Africains eux-mêmes ne font pas ce genre de travail. Est-ce qu'ils font un centre d'études stratégiques, comme vous le dites? Je suis totalement d'accord avec vous. Ça nous prend un centre d'études stratégiques. Le problème en Afrique, c'est que la pensée stratégique fait défaut. Alors que dans d'autres pays, la pensée stratégique, elle est là et les gens pensent tous les jours. Il y a des think tanks qui réfléchissent à des questions qui sont cruciales aujourd'hui pour l'avenir du monde. C'est sûr que l'Afrique, l'avenir du monde va se jouer en Afrique, mais il risque de se faire sans les Africains. C'est ça ma plus grande crainte, parce que l'Afrique n'est pas préparée et tout porte à croire qu'elle ne veut pas se préparer à relever les défis de demain. Euh, Spider, Spider Lonjo, bonjour Patrick. En prenant en compte les divers faits actuels, Covid-19, affaire Vitel Caméré, etc., quelle est votre vision de la RDC au niveau social et économique dans les 15 prochaines années? Quel est le rôle des ressortissants congolais vivant à l'étranger dans le devenir du Congo d'ici 2035? C'est une très bonne question, Spider. Je crois d'ailleurs en lisant entre les lignes, je vois que vous êtes dans la... vous projetez, ça c'est très bien. Malheureusement, au niveau du continent, les gens ne projettent pas, nos dirigeants ne le font pas. Euh, euh, Quelle est la vision, ma vision au niveau social et économique dans les 15 prochaines années? Je pense que la vision sociale et économique va dépendre, du Congo particulièrement, va dépendre des décisions qui vont être prises par les autorités congolaises aujourd'hui. Le problème, et vous connaissez la situation de notre pays, il n'y a rien qui est fait et on n'est pas dans la projection. On ne sait même pas ce qui va se passer dans un mois. Donc, on n'a même pas prévu ce qui va se passer dans un mois. Donc, vous voyez, dans de telles conditions, il est difficile aujourd'hui de dire ce que sera le Congo dans 15 ans. Encore, et là, je dis ça par rapport à la réalité que nous avons aujourd'hui, mais si nous avons une certaine vision, on va dire que les choses pourront avancer. Donc, c'est comme ça que je le vois. Et maintenant, quel est le rôle des ressortissants congolais vivant à l'étranger dans le devenir du Congo d'ici 2035? Je pense que euh, le Congo sans sa diaspora, et tout le monde le sait, c'est le cas de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, sans la diaspora, ça sera la catastrophe.
Sans la diaspora, ce sera la catastrophe. Alors, moi, je sais que Spider, vous vous impliquez beaucoup sur le plan social, et moi, je vous encourage à continuer. Mais nous devons euh, encourager aussi qu'il y ait dans nos pays, au sommet de l'État, des dirigeants responsables pour accompagner des gens comme vous qui avez une certaine vision et des gens qui s'impliquent euh, sur le plan social. Aujourd'hui, vous qui êtes Congolais, vous êtes étranger dans votre propre pays. Les autorités vont privilégier les étrangers, les Indiens, les Pakistanais, les Chinois, et pas vous. Vous qui travaillez pour le bien-être des Congolais. Les autres travaillent pour leur poche. Ils sont venus au Congo investir et se faire de l'argent. Et quand le Congolais lui-même investit dans son pays, certes, il veut se faire de l'argent aussi, mais c'est aussi pour changer le quotidien de ses compatriotes. Mais ça prend des gens, ça prend un leadership éclairé pour accompagner ce genre de choses, pour créer les conditions qui vont permettre aux Congolais de l'étranger de venir investir dans leur pays et de le construire, de le rebâtir. Malheureusement, nous n'avons pas ça pour l'instant, mais moi j'encourage les Congolais qui sont sérieux à travailler, à militer pour qu'il y ait un changement véritable, qu'il y ait des gens qui aient une certaine vision, qui ont une certaine vision des choses et qui pourront impulser le développement de nos pays respectifs. Et là, j'ajoute d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Euh, Malik B. Bonjour Patrick. Est-ce que l'arrestation de Vital Kamerhe est en lien avec les accords de Nairobi? Si oui, est-ce une stratégie menée par Félix? Pensez-vous qu'il faille que les Africains noirs agissent avec violence à l'égard des Chinois sur le continent comme ces derniers le font chez eux? Ou plutôt la responsabilité incombe aux dirigeants sur le continent, sachant que nombreux ont déjà bradé leur pays? Mais écoutez, je crois que euh, d'abord pour l'affaire VK, est-ce que c'est lié à l'accord de Nairobi? Je ne crois pas. Je pense que peu importe les accords qui ont été signés, d'après ce que je sais, vous allez remarquer que je n'ai pas beaucoup parlé de cet événement parce que j'ai un réflexe qui est de ne pas... Je commente à chaud des événements à fonction d'une analyse que je peux faire, mais la réalité des faits m'oblige souvent à avoir une distance critique et à travailler sur le fond des dossiers. C'est-à-dire, j'ai contacté des gens pour essayer de comprendre ce qui se passe. Là, ce que je sais, c'est que Félix n'est pas vraiment très disposé, n'était pas disposé à lâcher VK. Le problème, c'est que le dossier de Vital Kamerhe est très lourd. Les détournements des deniers publics est très important. Maintenant, l'a-t-il fait seul? La réponse est bien entendu non. Le problème, c'est qu'il a poussé le bouchon très loin en court-circuitant parfois son président. Et c'est ça le problème. Et tout ça, Kabila le sait. Ceux qui me lisent le savent, j'ai écrit, augmente un peu, cher Patrick. Ok. Vous m'entendez bien, non? Parce qu'il y a un problème de son, je ne sais pas. Euh, ah, est-ce qu'il y a un problème de son? Euh, ah oui, le son est OK? D'accord. Pardon. Le problème aujourd'hui, c'est que Vital Kamerhe a poussé le bouchon très loin. Félix est au courant de tout ça. Euh, Maintenant, les choses vont euh, évoluer. Regarde dit la justice espérons que la justice ne va pas s'arrêter en si bon chemin parce que quand on parle de détournement des deniers publics, je pense qu'au Congo, tout le monde est passé en la matière. Et ce n'est pas seulement Félix, ce n'est pas seulement Vital, c'est ceux qui les ont précédés, Matata, Kabila, tout ce monde-là. Est-ce que la justice va aller loin? J'en doute fortement. Donc nous sommes dans un système où on va peut-être sacrifier quelqu'un et ici ça va être le cas de cas. Voilà. Est-ce qu'on doit faire la même chose avec les Chinois? Moi je pense que si nous étions dans des pays organisés et structurés, euh, on n'a pas besoin de violenter les Chinois, on peut les expulser tout simplement. Je pense que j'ai vu aujourd'hui que le Kenya l'a fait, et le Nigeria, je salue en tout cas le courage des autorités nigérianes, et que ce soit en Chine ou à Abuja, à Lagos, ils ont pris leurs responsabilités. C'est à nos dirigeants de prendre leurs responsabilités. Si les gens se comportent comme ça à l'égard des Africains, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que les Africains se comportent de la même manière à l'égard de leurs propres compatriotes ou concitoyens. C'est ça aussi la réalité. Maintenant, il appartient à nos autorités de prendre leurs responsabilités en ce moment même et de faire ce qui doit être fait pour que nos compatriotes ne soient pas euh, euh, violentés. Je pense que si nous passons un message très fort,
les Chinois vont comprendre que les Africains ne badinent plus, ils n'acceptent plus d'être dedans d'une sale farce. C'est tout. Mais quand nous avons des dirigeants, comme vous l'avez dit vous-même, qui sont corrompus, qui sont là pour leur propre bien-être, c'est sûr qu'il est normal que les gens brutalisent les Africains un peu partout et que nous ne fassons rien. Et ce n'est pas seulement en Chine, même en Occident, aux États-Unis. Les gens se comportent comme ça parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire et les Africains ne bougeront pas. Malheureusement, c'est ça. Euh, Roger Matinde. Bonjour, Monsieur Mbeko. Pourquoi critiquez-vous vos frères de combat, les combattants? Ne pensez-vous pas que l'union fait la force? euh, Pardon. Je n'ai pas de problème particulier avec les combattants. J'ai un problème avec certains combattants et je trouve que ce mouvement est devenu très nocif et je ne mâche pas mes mots. Je l'ai dit en commençant d'ailleurs, en commentant la première question qui m'a été posée sur la photo avec la sœur de Mida. J'ai dit que ce sont les combattants qui ont propagé cette fausse rumeur. Et moi, je pense que je ne peux pas m'associer à des gens qui n'ont pas de principe et qui sont des va-nu-pieds, des vagabonds. C'est ça. Donc la plupart des gens sont des va-nu-pieds, des vagabonds, des gens qui n'ont aucune moralité. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si le Congo se retrouve dans cette situation, c'est justement parce qu'on a accepté que ces gens d'individus se mêlent de tout. Et la plupart de ce sont ces genres de personnes qui se sont retrouvés aussi à la tête du pays ou autour des gens qui sont au pouvoir. Ce sont des gens qui étaient aussi dans la diaspora. Je n'ai pas de problème avec tous les combattants, mais avec un certain nombre de combattants. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se comportent comme des gens que nous avons critiqués, les talibans, excusez-moi de le dire. C'est des gens, quand on ne pense pas comme eux, ils vous agressent, ils disent des choses sur vous qui ne sont pas vraies, ils disent des choses qui ne sont pas fondées pour vous nuire. Moi, ça fait des années que je milite pour le Congo. Ça fait plus de 10 ans que je travaille, que j'écris des livres, que je travaille sur le Congo. À l'époque, il y a beaucoup de combattants, excusez-moi de le dire, mais il y a beaucoup de combattants qui traînaient dans les rues de Château-Rouge et qui traînent encore dans les rues de Château-Rouge ou dans les boîtes de nuit. Je ne suis jamais dans des concerts comme la plupart d'entre eux. Mais pour une affaire simple, parce que tu donnes ton avis, ils sont contre toi, ils vont inventer des histoires. Pour moi, des gens comme ça ne peuvent pas être mes alliés. Mes alliés, ce sont des gens qui ont des principes, qui ont des valeurs. Nous nous battons pour qu'il y ait un changement au Congo. Pas d'individus, mais de système. Et un système englobe pas seulement les individus, mais aussi des façons de faire. Et si vous me demandez d'être copain-copain avec des gens qui montent comme des arracheurs dedans, des gens qui n'ont pas de principe, je ne peux pas les accepter. Vous avez vu vous-même, quand j'ai écrit sur la femme de Félix, je lui ai souhaité un joyeux anniversaire. Des gens sont venus dire que Mbeko allié, Mbeko Assel, comprendre l'inquiétude de beaucoup de nos compatriotes qui me suivent et qui ont confiance en moi. Mais je ne peux pas comprendre des gens qui vont vous accuser sans aucune preuve, ne sachant rien. Ils ne prennent même pas le temps. Si c'était des frères, ils me contactaient comme certains l'ont fait. Il y a des combattants qui m'ont contacté qui pourraient dire, mais Patrick, on a vu ça, qu'est-ce qui se passe, on est inquiet. Je leur ai dit, mais non, ne vous inquiétez pas. Voilà, il y a ça, 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 ça. Ah, on te comprend. Et en même temps, ces mêmes combattants m'ont dit, mais écoute, fais attention parce que voilà ce qui se dit ici parmi d'autres combattants. Voici ce que d'autres combattants disent sur toi. Et nous devons dire aujourd'hui que la plupart de nos compatriotes, le Congolais est méchant envers son frère. Le Congolais est très méchant. Quand tu ne penses pas comme lui, tu deviens son ennemi. Et c'est ce qui nous empêche d'évoluer. Et c'est ce qui a donné la force à Kabila pour manipuler les gens. Comment voulez-vous que je sois proche des gens qui, matin, midi, soir, inventent des choses sur des gens? Ils n'ont aucune moralité, ils n'ont pas de principe, ils inventent des choses sur moi, parfois sur ma famille, ils ne me connaissent même pas pour la plupart d'entre eux, dans la grande majorité, parce que tous, ils inventent des choses sur moi, mais s'ils m'empoisonnaient demain, parce que moi, avec tout ce que je fais, les adversaires de Kigali, tout ça, ils peuvent utiliser tous les moyens. Et le Congolais étant méchant, il peut être facilement manipulable. C'est la raison pour laquelle, par principe, je dis, je ne peux pas être l'allié d'un certain un certain nombre de combattants qui n'ont aucun principe. Et il y a une chose que je veux vous dire, chers compatriotes. Ce n'est pas tout celui qui dit Ingeta qui travaille pour le Congo. Les gens ne militent pas pour les mêmes raisons. Je connais des gens qui se disent combattants, que vous voyez que certains suivent, mais qui font parfois les appels de pied aux gens à Kinshasa. Si, et je le dis, si la plupart de ces combattants avaient reçu le 1/10, je dis bien le 1/10 des sollicitations qui m'ont été faites et qui me sont faites aujourd'hui, beaucoup auraient déjà traversé.
Sachez une chose, hein, le pauvre, il est humble, n'est pas nécessairement humble. Pour mesurer l'humilité du pauvre, donnez-lui ce que possède le riche et regardez sa réaction. C'est comme ça que vous allez savoir si celui qui prétend être humble est vraiment humble. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais été tenté que tu peux dire que toi tu combats. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais été confronté à l'adversité que tu peux dire que toi tu es combattant. Le jour où tu seras confronté à l'adversité, le jour où on va te solliciter par la présidence, par des intérêts, on met l'argent sur la table, tu dis non par principe, ce jour-là je dirais bravo. C'est la raison pour laquelle moi j'ai un grand respect pour des gens comme Honoré Banda, je l'ai écrit, pour des gens comme Martin Fayoulou, parce qu'il est allé le voir pendant la campagne électorale. Quand les résultats sont sortis, on le sait, Kabila est allé le voir, il avait le pouvoir sur le plateau, même si c'était un pouvoir fantoche. Mais il a dit non, l'autre a dit oui. Des gens comme ça, moi je les respecte, peu importe leurs défauts, je les respecterai à jamais. Voilà. Donc pour ce qui est des combattants, voilà ce que j'ai à dire. Euh, Jacques Kikumbi Mutamba, pensez-vous que au sortir de la crise du Covid, les cartes sur l'échiquier mondial seront redistribuées? La Chine serait-elle la nouvelle puissance mondiale? Si c'est le cas, comment l'Afrique devrait se positionner? Et le cas de la RDC. Mais écoutez, je l'ai dit, le Covid, la crise là, relative au Covid va bouleverser beaucoup de choses sur le plan mondial, c'est sûr, et on le voit déjà. Maintenant, c'est à l'Afrique de tirer son épingle de jeu. Je crains qu'elle ne le fasse pas parce que nous n'avons pas des leaders visionnaires. Pour nous, cette crise même, quand vous voyez comment nous gérons cette crise, vous réalisez à quel point nous avons un problème au niveau du continent. Nous ne prenons même pas conscience de ce que cela représente et de tous les enjeux liés à cette crise et à la période post-crise, à l'après-crise. Nous n'avons rien prévu avant, nous ne faisons rien maintenant et nous n'en avons rien prévu pour l'avenir. Ce sont les autres. Nous allons subir les stratégies des autres, malheureusement, que ce soit en Afrique en général et en RDC en particulier. Regardez comment les autorités congolaises ont géré cette crise. Ça laisse à désirer, malheureusement. Euh, Quand est-ce que Alfred Bambicho, pardon, quand est-ce que tu reviendras enseigner dans notre collège de hautes études? Ah, ok. Écoutez, ça, on me l'a souvent demandé, même des gens à Kinshasa, même des aînés qui sont des officiers, des hauts gradés dans notre armée. Moi, j'aimerais bien apporter une petite pierre, ma modeste pierre, pour l'avancement de notre pays. Et quand ça va dépendre de la conjoncture actuelle. Vous savez, le combat que nous menons avec tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on fait, nous sommes exposés. Je ne peux pas vous dire combien de fois il y a eu des tentatives contre nous. Quand je dis nous, les gens qui font le travail que nous faisons. Je n'aime pas parler de ce genre de choses, mais ceux qui connaissent la situation, qui suivent la situation de la RDC de près et qui sont dans le secret de Dieu savent de quoi je parle. C'est pas évident. Moi, j'aimerais rentrer au Congo, apporter ma modeste pierre dans le domaine de la sécurité, dans le domaine des stratégies et tout ça, mais la conjoncture ne se prête pas. Oui, il y a tout récemment, il y a des gens à la présidence qui m'ont dit, viens, la présidence va assurer ta sécurité. Je ne dis pas non, mais je comprends ce qu'ils disent, mais la conjoncture ne se prête pas parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas en fait le système dans lequel ils évoluent. Voilà, j'aimerais bien et l'avenir nous le dira. Donc si la conjoncture au pays change, nous allons rentrer pour apporter notre modeste pierre à l'avancement de ce pays. Bassoy, la pseudo-justice qui donne l'impression d'agir sur le dossier de détournement quand le dossier programme de 100 jours actuellement. Peut-elle inquiéter avec la même force tous les brigands qui ont appauvri ou brisé les Congolais? Durant les mandatures de Kabila, on commence à entendre, bien entendu, par ce dernier. Je pense que non. La justice est encore euh, à, la, à, la, remorque de la Kabylie, qu'on ne vous raconte pas d'histoire, et je sais de quoi je parle, et les choses ne vont pas changer. Vous savez, j'ai entendu des gens dire c'est l'état de droit qui commence et tout ça. Ça, c'est une très mauvaise lecture des événements. Pourquoi? Parce que quand il y a des événements au cœur d'un système, il faut toujours observer les acteurs et comprendre le rôle de tout un chacun dans ce système. Quand vous comprenez cela, vous pouvez comprendre ce qui se passe. Parce qu'il arrive que des gens, les membres d'un système, se fassent la guerre. Et quand ils se font la guerre, tous les coups sont permis. Et pour l'observateur extérieur peut penser que, bien entendu, il y a quelque chose qui se passe véritablement.
au niveau interne, c'est au cœur du système, mais dans le fond, rien ne change vraiment. C'est ton Wi-Fi. Euh, Est-ce possible de travailler avec le président Fachi si jamais il te sollicitait? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, ce n'est pas Félix le problème pour moi, c'est pas l'homme Félix, c'est sa façon de faire. C'est le système qui... Et pour travailler là-bas, nous devons avoir des gages que ces gens sont sérieux. S'ils ne sont pas sérieux, je ne veux pas aller travailler là-bas, je ne veux pas aller mettre ma vie en danger. Je vis au Canada, quand je voyage, il y a des voyages que je n'annonce pas pour des raisons de sécurité. Alors, vous vous rendez compte que du Canada où je vis, je mène une vie très, très, très retranchée. Les gens vont vous dire que je mène une vie très retranchée. C'est comme ça. Donc, imaginez au Congo. Donc, je ne peux pas prendre de risque. C'est Félix. Et j'ai été sollicité plusieurs fois. Mais j'ai fait comprendre à mes interlocuteurs que le problème, ce n'est pas d'aller travailler. C'est de travailler dans les meilleures conditions avec des gens qui sont sérieux pour l'avancement du Congo. Si on a des gages et qu'on se rend compte que c'est sérieux, on le fera. Si c'est pas sérieux, je ne le ferai pas. C'est une question de principe pour moi. Euh, vous avez parlé du Wi-Fi. J'ai comme l'impression que l'image clique. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous voyez que ça clignote? Parce que j'ai installé, il y a eu une mise à jour avec ce Mac et je n'aime pas Mac. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que ça fait ça. Je n'en sais rien. Vous allez vraiment m'excuser. Je ne suis pas très bon dans la manipulation de tout ce qui est électronique. Euh, Pourquoi pas Kemet 19? Pourquoi pas une unité des panafricains? Pourquoi vous critiquez le travail de ceux qui contestent le franc CFA? Quelles sont vos relations avec la France? Bah, écoute, euh, mes relations avec la France, ils en ont un but. J'ai des relations avec des Français, peu importe leur rang ou ce qu'ils sont, mais je n'ai pas de relation particulière avec la France. Je connais la France comme... Maintenant, euh, euh, pourquoi je critique? Je ne critique pas pour critiquer, je questionne notre façon de faire. Vous savez, nous, en Afrique, nous avons l'Afrique subsaharienne. Nous, en Afrique subsaharienne, nous avons un grand problème. Nous, nous n'aimons pas débattre. Nous voulons que les gens soient d'accord avec nous. Ça ne marche pas comme ça. Je suis contre le franc CFA, je l'ai déjà dit. Je suis contre la présence des forces étrangères en Afrique. Je l'ai déjà dit. Mais aujourd'hui, en tant que chercheur, j'ai beaucoup travaillé sur ce genre de dossier. Pour ceux qui ceux qui ont lu mon livre Objectif Kadhafi, c'est 4 ans d'enquête que j'ai mené. 4 ans d'enquête, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, rencontré beaucoup d'acteurs. J'ai puisé dans des archives de beaucoup de pays pour essayer de comprendre. Pourquoi je dis ça? Parce que oui, on peut être contre un système, mais nous devons à un moment donné nous questionner sur nous-mêmes si nous voulons aller devant. Chers amis, si nous voulons devenir grands, apprenons à beaucoup écouter et à parler peu. À écouter ceux qui savent beaucoup plus que nous, même ceux qui savent moins que nous. Parce que celui qui sait moins que toi, c'est quelque chose que toi, tu ne sais pas. Donc, prenons toujours la peine de comprendre les critiques qu'on nous adresse. Et le problème que nous avons aujourd'hui, et ce que je n'aime pas dans le milieu africain, c'est que les gens sont comme des gourous, les gens sont très dogmatiques. Ce qu'on fait aujourd'hui dans ce milieu, c'est quoi? C'est les gens viennent, ils disent une chose, c'est ça. Quand vous dites que non, mais questionnons au moins cette façon de faire. Les gens vous disent, ben, lui, il est contre nous, il est vendu, il est avec les Français. Oui, je connais des gens en France. Pardon, je connais des gens qui ont des positions de pouvoir, je ne vais pas le nier, avec qui je suis ami. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème que je dis, c'est nous, au niveau du continent africain, on a un problème. Oui, on est contre le franc CFA. Oui, on est contre la présence des bases étrangères en Afrique. Mais qu'est-ce que nous faisons après? Que devons-nous faire sur le plan stratégique? Moi, je suis arrivé à la conclusion que nous sommes en grande partie responsables de ce qui nous arrive. Au niveau du continent africain et des déstabilisations qui se font par d'autres pays africains, sans l'apport de l'Occident. Quand le Rwanda intervient au Congo pour tuer, pour propager la mort et la désolation, quel occidental a dit au Rwanda à Kagame d'aller tuer? Mais il y a des Africains qui défendent Kagame. Est-ce que c'est la faute de
Non, je pense que nous devons nous responsabiliser, nous, Africains. Le problème, c'est que nous refusons de nous responsabiliser. Et moi, je suis pour une discussion entre toutes les personnes qui s'impliquent au niveau du continent africain, qu'une voix qui porte. Mais je n'aime pas le combat spectacle. Voilà, je suis très allergique au combat spectacle. Moi, je ne suis pas là. Les likes ne m'intéressent pas. Je ne suis pas intéressé à devenir le gourou de qui que ce soit, à devenir quelqu'un que les gens... Non. Ce qui m'intéresse, c'est de faire mon travail, d'alerter. Et je parle beaucoup avec de jeunes Africains, des jeunes chercheurs africains qui me contactent. Je les soutiens souvent, de beaucoup de pays. Hein, de beaucoup de pays. Pourquoi? Parce que je leur dis toujours, l'avenir de l'Afrique passe par la maîtrise de la science à plusieurs niveaux. La Chine contrôle aujourd'hui, est devenue aujourd'hui la maîtresse de la 5G. Vous avez vu la guerre technologique que les États-Unis mènent à la Chine. Quelle est la place de l'Afrique dans tout ça? Comment voulez-vous que je parle du franc CFA dans un monde qui est dominé par des enjeux nouveaux et des enjeux qui vont impliquer le continent africain? Je suis obligé de dire aux Africains, oui, le franc CFA, nous devons mettre fin à cela. Oui, nous sommes contre la présence des bases africaines en Afrique, mais, pardon, les bases étrangères en Afrique, mais voilà, nous avons de nouveaux enjeux qui exigent une certaine rigueur et une certaine maîtrise des dossiers. Beaucoup en Afrique ne l'ont pas. La plupart des gens qui font du bruit n'ont pas la maîtrise des grands dossiers, des dossiers sensibles. Regardez comment les gens traitent le dossier de Covid-19. Regardez comment les gens traitent les questions relatives aux crises que traverse le continent. Vous allez voir qu'il n'y a rien. Et en Afrique, on ne privilégie pas la recherche. On ne privilégie pas la recherche. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, l'Occident, on fait déjà des études sur l'après-Covid-19. Qu'est-ce qui va se passer en Occident, en Afrique, en Asie? On le fait déjà au niveau de l'Occident. Il y a des gens qui sont en train de penser. Qui pensent en Afrique? Tout ce que nous faisons, c'est des postures. Et l'autre problème que nous avons, surtout dans le milieu, pardon, excusez-moi, j'ai un peu, parce que je suis un peu souvent, donc j'ai des douleurs au niveau de la poitrine. Euh, salut Spider. Ce que je dis, c'est que dans le milieu panafricain, là, quand vous parlez aux gens, vous les approchez pour discuter avec eux, les gens, ah, mais lui, il est contre le franc CFA, on ne l'approche pas. Mais j'ai pas le temps non plus. Je n'ai pas le temps, je ne peux pas perdre mon temps dans des discussions stériles. Moi, je ne suis pas là pour les likes. Je ne suis pas là pour être suivi, pour avoir des gens, pour parler. Non, je suis là pour penser comment faire pour changer la situation du continent. Aujourd'hui, le problème de l'Afrique, je le dis, ce sont les Africains. Quand mon ami et frère Kémy Seba se fait expulser d'un pays africain, est-ce que c'est la France? Oui, j'entends des gens dire c'est la France. C'est pas la France. Je vous dis, c'est pas la France. La France n'a rien à voir dans les décisions qui sont prises, par exemple, contre nos compatriotes africains qui sont expulsés. Nathalie Yamba a été expulsée de la Côte d'Ivoire. La France n'a rien fait. Je vous dis, la France n'a même pas le temps de ça. Les gens n'ont pas le temps des activistes africains. Oui, ils regardent ce qui se passe en Afrique. Oui, ils s'intéressent à ça. Mais aujourd'hui, ils se positionnent comme puissance moyenne ou grande puissance pour voir comment ils peuvent profiter du continent africain pendant que les Africains se querellent pour savoir qui a beaucoup de likes, qui parle beaucoup, qui fait beaucoup plus de bruit et qui doit impressionner le monde. Ce genre de combat ne m'intéresse pas. Les Africains qui sont sérieux, qui travaillent, eux m'intéressent. Et je peux vous dire une chose, les agents du changement, parfois le changement n'a pas besoin de la lumière du jour. Comprendre qui pourra. Euh, Moïse Liyoko, comment la RDC peut faire pour avoir, attends, peut faire pour avoir dans son avenir une classe politique des hommes intègres? Mais écoutez, je l'ai dit dans un post, vous savez, les hommes politiques congolais proviennent de la société congolaise. Il faut que parfois on semble l'oublier. Tous ces gens qui sont là, ce sont des gens qui sont dans la société congolaise. Voyez-vous pourquoi j'insiste beaucoup sur les principes et les valeurs? Parce que si les gens n'ont pas de principes, les gens n'ont pas de valeurs, et qu'ils se retrouvent demain au pouvoir, ils vont faire la même chose que ceux qui sont là. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui autour de Félix, ceux qui étaient avec Kabila, ce sont des gens qui étaient nos frères, qui sont nos frères et nos sœurs, qui vivent avec nous, qui étaient dans la diaspora pour certains, d'autres étaient au pays, mais qui étaient dans la société congolaise. Et une société qui ruse avec les principes ne peut produire que des dirigeants qui sont des délinquants, comme je les appelle. Donc pour changer les choses, nous, Congolais, nous devons changer. Pour que j'exige de Félix des choses, je dois moi-même changer. Si moi, je change, si moi, j'ai des principes, j'ai des valeurs, je peux exiger des autres aussi des principes et des valeurs. Mais si je ne les ai pas, je ne peux pas.
exiger cela. Comment voulez-vous qu'un combattant qui est un brigand en Occident puisse demain se retrouver au pays? Vous pensez qu'il va changer les choses parce qu'il dit Ingeta? Il fera peut-être pire que Félix. Parce qu'il n'a pas de moralité, il n'a pas de valeur, il n'a pas de principe. Il dit simplement Ingeta, Tolingi Kongwe Bonga. Mais il faut Bonga, yo moko mutaliboso, il faut Bonga. Donc, le changement commence par nous. Le changement, ce n'est pas les autres, c'est nous. Euh, Quel avenir qu'on réserve à la jeunesse congolaise que d'autres polytechniques d'une classe surannée? La jeunesse congolaise aujourd'hui est clochardisée. On a fait de cette jeunesse une jeunesse pardon, de cancre. Et ça, c'est problématique. Et voilà pourquoi je reviens encore sur le bon confinement. Merci Chantal, ma collègue d'université. Voilà pourquoi je reviens souvent sur les principes et les valeurs. Et les principes, ce n'est pas une affaire de couleur, de peau, de blanc. Non, nous tous, en tant qu'humains, nous devons avoir des principes et des valeurs. Quand nous avons des défauts, moi j'ai beaucoup de défauts, mais si nous avons des principes et des valeurs, croyez-moi, il y a des choses qui vont plus se faire au Congo. Même des gens qui ne vont plus accepter de faire des bêtises parce qu'ils sauront que la population ne peut pas l'accepter. Mais quand une population est clochardisée, c'est là le problème. Parce que quand une population est clochardisée, et on l'abrutit, elle devient un danger pour elle-même. Aujourd'hui, la population congolaise, a commencé par sa jeunesse, est devenue un danger pour elle-même. C'est la raison pour laquelle nous nous battons pour que les choses changent. Mais on a commencé par les mentalités. Euh, John, quelle chance donnez-vous? Non, Georges Modiki, quelle chance donnez-vous à Chilombo après cette session extraordinaire de 2 chambres pour la haute trahison? Mais écoutez, il y a une chose qu'il faut comprendre. Félix est au pouvoir par la volonté de Kabila. Kabila avait besoin de Félix pour assurer un changement dans la continuité. Il l'a obtenu. Il peut faire de Félix ce qu'il veut quand il veut. Donc ce n'est pas une affaire. Il ne faut pas avoir une perception limitée. Regardez la situation en fonction de ce qui se passe dans l'immédiat. Il faut comprendre que ceux qui sont à la manœuvre ont plusieurs coups d'avance. C'est le cas de Kabila aujourd'hui. Et donc, ce qui va se passer, je pense que le congrès va se faire, les choses vont continuer parce que il y a un changement dans la continuité. Kabila a toujours le contrôle du pouvoir et des leviers du pouvoir. Donc pour ça, il n'y a pas grand-chose qu'on peut espérer. Le jour où il va décider de se défaire de Félix, il va le faire. Et je ne crois pas que Kabila va revenir. Je pense plutôt qu'il va continuer à diriger de l'arrière comme il le fait. Et d'ailleurs, il le fait très bien. Donc il le fait même mieux que quand il était au pouvoir. Donc, voilà. Euh, ah, je vois une question de Lio que je n'ai pas vue. Christian Bossembe, mon collègue journaliste, propose que Mbanda travaille avec Félix. Mais écoutez, c'est sa proposition, moi je la respecte. C'est à Félix d'évaluer s'il peut travailler avec Honoré Mbanda ou pas. Je connais bien M. Honoré Mbanda et je ne pense pas qu'il acceptera dans ces conditions-là de travailler avec Félix. En tout cas, c'est mon point de vue, mais je peux me tromper. Emma, l'affaire Kamé retient toute l'attention. Selon vous, la RDC aujourd'hui est-elle capable et les moyens de faire preuve? La RDC aujourd'hui est capable et a-t-elle les moyens de faire preuve d'autodétermination face à la menace de Covid-19? J'avais déjà répondu à ça, la réponse est non. De manière plus générale, l'Afrique ne gagnera-t-elle pas à se distinguer, s'affirmer, s'émanciper, rallier d'autres, se réinventer? Oui, l'Afrique gagnera à le faire, mais encore faut-il qu'elle se donne les moyens. Le problème n'est pas de dire on veut, le problème c'est de se dire aussi que pouvons-nous faire pour atteindre nos objectifs. Le veut doit devenir le peut en créant les conditions qui vont permettre à ce que nous mettons en exergue en fait nos projets pour faire avancer notre cause et notre continent. C'est ça qui est le plus important. Adam Sourabier, comme vous le savez, je suis burkinabé et vraiment la gouvernance actuelle est médiocre sur tous les plans. Pensez-vous qu'il soit bon pour des jeunes de songer à changer cette classe politique vu que les politiques de ce pays sont pires les uns que les autres? Je pense que oui. Euh, les, 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 les jeunes doivent prendre leurs responsabilités. Moi, je vous encourage, jeunes frères. On a déjà eu à échanger en privé. Il y a vous, il y a beaucoup de Burkinabés qui m'ont déjà écrit aussi. Il y a aussi des Maliens qui m'ont posé des questions. Et moi, je vous encourage en tout cas à prendre votre responsabilité. Comment? En créant les conditions, en créant des cercles de réflexion, parce que tout part par la réflexion. Et surtout, ne sous-estimez pas votre âge, parce que les gens souvent ont tendance à se dire, nous sommes jeunes. Non, quand Kadhafi a pris le pouvoir, il avait 27 ans. On peut rééditer
l'exploit, tout dépend de la détermination et des moyens que l'on se donne, du sérieux que l'on a dans les projets que l'on veut mettre en exergue, en tout cas. Que faut-il faire pour être à la hauteur des enjeux de cette partie de l'Afrique? Ben, c'est un peu ce que j'ai dit. C'est une combinaison des choses. Il y a pas de solution toute faite. Les enjeux évoluent en fonction des réalités et d'autres enjeux encore qui s'imposent à nous. Donc, le plus important déjà, c'est de créer les conditions d'un fonctionnement normal des choses. C'est-à-dire qu'il y a un problème en Afrique qui est que nos pays ne sont pas dirigés par des gens qui ont une vision. Donc, à partir du moment où vous avez ça, il n'y a pas, il n'y a pas de politique de défense, il n'y a pas de politique au niveau des renseignements, il n'y a rien. Dans un live, j'avais dit la dernière fois que le problème de l'Afrique, c'est qu'il y a une absence totale de vision au sommet de l'État. Et ça coûte très cher en vision, ça coûte très cher sur le plan politique et économique et aussi social. Donc c'est là le problème. Quand paraîtra-t-il votre dernier ouvrage sur la stratégie de géopolitique des grandes puissances en Afrique? euh, Je suis actuellement, pour vous dire honnêtement, je n'aime pas, je ne veux pas parler, je ne veux pas rentrer dans les détails. J'ai deux bouquins au feu. Il y a un bouquin qui est consacré aux enjeux des grandes puissances en Afrique de manière globale. J'ai décidé de m'attaquer à tous les enjeux auxquels le continent est confronté. À quand peut-être dans un an et demi, parce qu'il y a un bouquin qui va peut-être sortir cette année sur euh, la région des Grands Lacs. Euh, euh, Martial Cyril, qui est Bongo. J'ai acheté votre livre La guerre secrète en Afrique centrale. J'aime votre rigueur intellectuelle et analytique. Merci beaucoup. Guy Maréchal, le combat de l'homme africain est-il idéologique ou économique pour que l'Africain soit respecté d'une manière générale à l'extérieur? Mais le combat a toujours été d'abord idéologique avant de devenir économique ou politique. C'est l'idéologie qui guide le monde en fait. C'est ce qu'on a dans la tête. C'est la pensée qu'on matérialise d'une manière ou d'une autre dans plusieurs domaines, sur plusieurs plans politiques, économiques, tout ce qu'on veut. Donc, le combat sera toujours avant tout idéologique. Et c'est à nous d'avoir une certaine idéologie, mais l'idéologie passe par euh, la pensée. Et c'est quoi la pensée? Quelle pensée est-ce que nous voulons mettre en avant pour faire avancer l'Afrique? Donc c'est ça, c'est toujours l'idéologie de mon point de vue. Euh, Arrestation de Vital Kamerhe, question sur l'identité du procureur, il est connu, il est public. Il y a peut-être Guy Roche, oui et non en même temps. Est-ce que le début de quelque chose? La réponse est non. Je l'ai dit, il n'y aura pas un grand changement. Euh, euh, il n'y a pas un grand changement qui va arriver. Et puis, ça, c'est une affaire interne. C'est comme ça que je le considère dans un système. Je vois aussi des questions qui montent. Patrick, Jean-Pierre Lézy. Patrick, une question pure de fond. Tu as une conversion à nous annoncer? Ah, non. La seule conversion, je me suis conversé depuis très longtemps dans une religion qui s'appelle l'amour du Congo et de l'Afrique et de l'homme, peu importe son origine, sa couleur de peau, quoi que ce soit. Donc, je mets l'homme au cœur de ma pensée, le bien-être de l'homme, d'où qu'il soit, qui qu'il soit. C'est la conversion que j'ai faite depuis plusieurs années quand j'ai compris certaines réalités du monde. Et je le dis en toute humilité, en toute modestie. Euh, euh, mais surtout, ne te fie pas à mon petit truc. Ça, c'est après un passage en série. C'est juste pour blaguer. Euh, Est-il vrai que le thématique existe vraiment entre le président et son directeur de cabinet? Ou c'est une mise en scène? Écoutez, j'ai parlé de ça. Le problème de Vital et de Félix, il y a pas de. Félix a toujours protégé. Félix a voulu protéger Vital parce que cette affaire-là va éclabousser tout le monde. Il ne faut pas que vous. Moi, en tout cas, c'est que j'ai entendu des gens, que ce soit du côté des kabylistes ou des caméristes, ou même du côté de Félix, parce que contrairement à ce que certains pensent, j'ai entretenu de très bonnes relations avec des gens de partout. Et ce que je sais, c'est que Félix a quand même voulu protéger Vital. Mais le problème, c'est que Vital, son dossier est très sale. Il a poussé le bouchon très loin. Il a dilapidé, mais de manière brutale et sauvage, les caisses de l'État. Mais l'a-t-il fait lui-même? La réponse est non, bien sûr. La réponse est non. Nous avons des évidences à ces sujets-là. Mais c'est à la justice de trancher. Écoutez, nous pouvons aujourd'hui juger. Peut-être que l'avenir va nous surprendre. Alors, étant donné que je ne suis pas un devin, je préfère laisser les choses avancer. Nous allons observer. S'il y a des choses à dire, nous allons revenir là-dessus et nous allons essayer de vous éclairer en fonction des éléments que nous avons. Mais comme j'ai dit, je n'ai pas l'habitude, moi, de m'inventer des choses.
Je crois que la rigueur du travail, quand on fait surtout le journalisme d'enquête et quand on est chercheur, c'est vraiment d'avoir les faits, la vérité des faits et la vérité sur les faits. C'est très important. Pour l'instant, j'ai fait des analyses en fonction de ce que je vois, des réalités qui s'imposent à nous actuellement et de ce que j'entends aussi, parce que j'essaie de croiser aussi des sources d'informations pour voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Euh, Laurine Makiesi, arrestation de VK, j'en ai parlé. Silvano Manzambi, question simple sur l'arrestation de VK, à qui profite le crime? Bah écoutez, à celui qui manigance dans les coulisses et qui veut régler ses comptes au directeur de cabinet. Ngenda Simon, quelle solution proposez-vous à la problématique des Banyamulenge? Les renvoyer tous au Rwanda ou les laisser au Congo en les considérant comme les Congolais parmi tant d'autres? Vous savez, la question des Banyamulenge est devenue un problème parce que nous n'avons pas d'État. Moi, j'ai la nationalité canadienne. Mon fils est né au Canada. Il est pratiquement adolescent. Demain, il va faire des enfants. S'il le veut, pardon, mes enfants vont faire des enfants, les enfants de mes enfants, ça va continuer. De, Plus tard, dans 100 ans, si les descendants des Congolais, nos descendants ici au Canada, disent, ben nous sommes des Banya Canada, les autorités canadiennes vont sourire, ils vont vous renvoyer aux archives, ils vont dire, bon, ils vont regarder les archives, c'est pas ça, et puis il y a une administration qui fonctionne, et puis nous n'allons même pas nous essayer. Le problème au Congo, c'est que nous avons d'une part un État qui est inexistant, et d'autre part, nous avons une irresponsabilité au sommet de l'État. C'est un débat Nyamuleng est très dangereux. Doit-on les expulser? La question est non. Parce qu'il y a des Rwandais, il y a des Rwandophones au Congo à qui, s'ils remplissent les conditions, on doit leur octroyer la nationalité. Pourquoi on ne va pas leur octroyer la nationalité? Bien entendu, aujourd'hui, nous nous inquiétons par rapport au précédent qu'il y a eu. Mais si nous sommes dans un pays normal, ces choses-là vont être réglées rapidement et facilement. Mais quand vous avez des dirigeants qui sont irresponsables, ignorants, des délinquants qui ne comprennent, qui sont là pour s'enrichir, comment voulez-vous qu'ils s'occupent d'une question aussi importante qui, pendant plusieurs années, met à mal aujourd'hui le fonctionnement du pays et même son avenir, parce que cette question des Banyamulenge a toujours été instrumentalisée et par les Rwandais, le Rwanda, et par ceux qui sont chez nous, des Rwandais qui sont chez nous, et par les rwandophones, dont certains ont le droit d'acquérir la nationalité. Le problème, c'est qu'on n'acquiert pas la nationalité par la force des armes, ça on n'acceptera jamais. Mais cela n'empêche pas l'État congolais de prendre responsabilité et de rencontrer le besoin de ceux des rwandophones, parce que le mot Banyamulenge est une invention, c'est sorti dans les années 70, ceux de nos compatriotes Banyamulenge, excusez-moi, rwandophones, qui aimeraient obtenir la nationalité congolaise. S'ils remplissent les conditions, pourquoi pas? C'est pas un problème. Est-ce qu'il faut les expulser? On va expulser tous ceux qui vont comploter contre le Congo. On va les expulser s'ils sont rwandais ou rwandophones. Ceux qui sont congolais, qui vont comploter contre le Congo, on va les arrêter. S'il faut passer par la chaise électrique, on va le faire. Si la peine de mort est acceptée au Congo, pourquoi pas? C'est une question de justice. C'est à la justice, c'est à l'État de faire son travail. Mais nous ne pouvons pas expulser les gens n'importe comment. Ça ne se fait pas, ça n'a pas de sens. Euh, Objectivement, où commence et s'arrête la responsabilité de Fachi, président de le comportement de Caméré? La responsabilité de Félix commence le jour où ils ont décidé de mettre en place ce projet et d'utiliser les fonds publics à des fins personnelles. Il ne faut pas oublier, avant de parler des 100 jours, là, on a quand même dépensé des millions de dollars pour le mausolée d'Étienne Tshisekedi. J'avais dénoncé cela il y a plusieurs mois, à cette époque-là. Ça n'a pas de sens. Les dépenses et tout ça, ça n'a pas de sens, les dépenses de la présidence. Donc, au-delà de la question même des 100 jours, du comportement de Caméré, il y a le comportement même de celui qui nous sert de président. Comment voulez-vous que j'accorde le bénéfice du doute à quelqu'un qui utilise des millions de dollars de deniers publics pour construire un mausolée pour son père? D'abord, c'est une affaire privée, ça ne nous regarde pas. Oui, Étienne Tshisekedi était un homme politique, un grand homme politique dans notre pays, mais non, l'État n'est pas obligé de dépenser des millions de dollars pour lui. Ça, c'était à la famille Tshisekedi de le faire.
Donc pour moi, la responsabilité de Félix commence le jour où ils ont accepté de se servir des caisses de l'État comme étant leur poche, leur portefeuille personnel. Euh, Quel est votre avis par rapport à l'avenir politique de la RD Congo et que pensez-vous de Covid-19? J'ai répondu à cette question. Est-ce que le Congo, le président, soi-disant nommé, a le droit de demander au président du Sénat de démissionner? La réponse est non. Nzoube, bonjour Patrick. Vous nous proposez quoi de concret pour sortir notre pays de cette impasse? Car la plupart d'entre nous n'ont pas accès au milieu. Mais écoutez, moi je pense d'abord, je n'ai pas la science infuse, le monopole du savoir et de la vérité. J'essaie d'apporter ma propre pierre, ma modeste pierre. Mais ce que je propose aujourd'hui, c'est que nous, Congolais, nous changeons. Nous devons être très rigoureux et rejeter la médiocrité. Vous savez, il y a des choses qui sont très simples et qui sont minimes. Et dès que nous adoptons certains comportements, vous allez voir, il y a des choses qui vont changer. Le jour où les autorités congolaises comprendront que les Congolais ont des choses qu'ils ne peuvent pas accepter, ils ne vont pas le faire. Vous pensez qu'en Occident, les gens ne violent pas la loi parce qu'ils n'ont pas envie de violer la loi? C'est simplement parce qu'ils savent ce que ça coûte de violer la loi. Et c'est possible parce qu'avec le temps, les gens ont intériorisé une certaine façon de faire les choses. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Chez nous, on combat un système quand on est à l'extérieur de la mangeoire. Dès qu'on est dans la mangeoire, on ne combat plus. Chez nous, on combat un système parce qu'on va attirer l'attention sur nous pour qu'après, nous nous retrouvions dans la mangeoire. Chez nous, nous combattons le système parfois par mauvaise foi. Non, on combat un système parce qu'on veut que les choses changent pour la majorité, pour monsieur, madame, tout le monde. Que pouvons-nous faire? On peut déjà commencer par changer nous à notre niveau. Après, chaque personne à son niveau. Je ne peux pas demander à des gens qui ne sont pas des militaires des plans militaires. Je ne peux pas demander à des gens qui ne font pas de la stratégie de faire de la stratégie. Je ne peux pas demander à des gens qui ne sont pas des économistes de penser économie. Vous comprenez? C'est juste ça. Mais je demande aux gens à nouveau de faire leur travail. Je demande aux gens, euh, euh, aux Congolais, aux étudiants de s'impliquer. Raison pour laquelle beaucoup d'étudiants au Congo me contactent et je leur dis quoi faire à leur niveau en fonction de leurs moyens. C'est comme ça que j'approche moi les problématiques. Un frère a parlé de la question sociale, par exemple, le frère Spider. Moi, j'encourage les gens à soutenir ces genres d'initiatives, par exemple. Pourquoi? Parce qu'avec ça, on peut on peut influencer certaines personnes sur place et avancer des stratégies qui peuvent, elles, conduire à un changement. Donc, l'approche est multidimensionnelle, multifacette si on veut, et chacun à son niveau doit apporter sa modeste pierre dans la rigueur la plus absolue. Que penses-tu d'Alain Soral de Kémy Seba? Mais écoutez, Alain Soral fait ce qu'il a à faire par rapport aux intérêts de son pays qui est la France. Ce que je pense de lui, je n'ai pas d'idée arrêtée sur lui. Je respecte son travail comme je respecte le travail de tout le monde. Ce que je pense de Kémy Seba est un ami à moi, c'est un frère. Je pense qu'il essaye, avec les moyens qui sont les siens, de changer la situation. Ce n'est pas facile pour lui. Vous avez vu pardon, comment parfois il est traité par les Africains dans les pays africains. Moi, je soutiens sa démarche. Et si j'ai des reproches à lui faire, par exemple, je le ferai sur le plan personnel parce que c'est mon ami. Vous comprenez? Et je le dis aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous avons tendance, moi, je ne critique pas mes amis en public. Je ne critique pas mes proches en public. Je le fais en privé. C'est un principe de vie que j'ai. Si ça déconne beaucoup, je peux en parler, mais je le fais en public. Mais pour moi, Kémy Seba fait un bon travail de sensibilisation sur le continent. C'est pas facile. Connaissant la mentalité des Africains, c'est pas facile. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'Africains qui s'impliquent. Et tous ces gens-là, avec leurs forces et leurs faiblesses, je les soutiens. Parce que ce qui est important, c'est le fond. Les erreurs arrivent, mais c'est le fond, moi, qui m'intéresse. Kémy Seba fait du bon travail. Alain Soral défend la cause de son pays avec les moyens qui sont les siens, de la manière qui est la sienne. Je respecte ça. Donc, c'est ce que je peux dire. Euh, Sonia, la reine Sonia, Patrick, que devons-nous faire pour sortir de cette situation catastrophique qui traverse notre pays? Beaucoup de gens posent cette question-là et je répète toujours que le problème, ça se fait à plusieurs niveaux. Hein, vous savez, ce n'est pas que doivent faire les étudiants, que doivent faire les gens d'église, que doivent faire les politiciens, que doivent faire les gens au niveau de l'armée. Moi, c'est comme ça que je le vois. Quand je discute avec quelqu'un, par exemple dans les renseignements militaires, qui me dit, écoute Patrick, la situation est catastrophique avec la décision que Félix a prise de se rapprocher du Rwanda. Je lui dis ce que je pense.
Je ne peux pas le dire en public. Quand je discute avec des étudiants de l'UNIKIN qui me disent, Patrick, écoutez, nous regardons la situation, voilà ce qui se passe ici, grand frère, comment on peut faire? Je leur donne mon point de vue. Vous comprenez que je ne peux pas le dire en public, mais chacun à son niveau doit s'impliquer. Les moyens qui sont les siens. C'est ça qui est le plus important. Si moi, les gens me contactent pour entendre, si les gens sont en contact avec moi, je le fais. Je veux même vous surprendre. Pardon. Quand le Congo, en 2016-2017, était confronté à des situations graves, les kabylistes m'ont contacté pour me dire, écoute, toi, tu connais la géopolitique, tu connais un peu la géopolitique, les Américains font ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Je leur ai dit ce que je pensais. Parce que je ne pense pas que les Américains sont là pour nos beaux yeux. Même si je suis contre Joseph Kabila, je sais que les Américains ne seront jamais là pour nos beaux yeux. Ils sont en grande partie responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et nous l'avons documenté dans la plupart de nos bouquins. Les questions affluent ici et puis, oh mon Dieu, je vais essayer d'aller plus vite. Euh, euh, Mbeko, crois-tu au scénario Vital Kamerhe, Félix Chilombo? J'ai répondu à cela. Félix a parlé de rétrocommission, bien entendu, il l'a dit, vous l'avez vu. Euh, Van Van, la politique canadienne en Afrique, écoutez, la politique canadienne en Afrique s'articule souvent autour de l'industrie extractive, le domaine minier, parce que le Canada est comme une très grande puissance minière, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Et dans beaucoup de pays, les Canadiens sont présents dans le domaine minier. Il est arrivé aux Canadiens de financer, les multinationales canadiennes, de financer des conflits armés pour avoir accès au butin africain. Et en RDC, ils l'ont fait dans la région des Grands Lacs et je l'ai beaucoup documenté. Donc ça, c'est l'approche canadienne, mais elle est aussi multidimensionnelle. On voit les Canadiens s'impliquer aussi d'une certaine manière au Sahel avec leurs alliés américains. Et ils sont là pour défendre leurs intérêts, c'est ça le plus important. C'est ça qu'il faut retenir de tout ça. Comment jugez-vous la diplomatie congolaise face à... Il n'y a pas de diplomatie congolaise. Pour moi, ce sont des amateurs, des gens qui ne comprennent rien. On voit comment le Congo fonctionne, sa diplomatie, c'est-à-dire quel conseil prodiguer à la jeunesse et de la diaspora? La chose que je peux dire à notre jeunesse, à la diaspora congolaise et africaine de manière générale, c'est de penser au continent africain euh, et surtout d'avoir des réflexes que d'autres jeunes ailleurs ont développés. C'est-à-dire, on ne va pas aimer notre continent avec le verbe seulement. Il faut se donner les moyens de travailler. Privilégier la science, la rigueur du travail intellectuel. Vous devez faire la différence parce que l'Afrique dépend de vous. Vous qui évoluez en Occident, vous n'êtes pas complexé comme la plupart de nos vieux qui sont sur place. Vous devriez créer les conditions, vous, d'un changement à venir en Afrique. Pour cela, vous devez commencer à travailler maintenant, à vous intéresser aux enjeux qui sont liés au continent africain, à vos pays respectifs, mais aussi au continent africain. C'est un conseil que je peux vous donner. Les Chinois, par exemple, leurs jeunes, ils vivent, nés en Occident pour la plupart, mais ils regardent par exemple des chaînes chinoises. Ils parlent mandarin. Ce sont des gens qui sont dans une perspective, ils savent que la Chine est une puissance, la Chine doit devenir la première puissance mondiale. La Chine, pardon, ne travaille pas seulement au plan intérieur, elle travaille aussi à l'extérieur. Donc, nous devons avoir ce genre de réflexe-là. C'est ça qui est important. Euh, Léon Richard et També, bonjour cousin. Quelle est votre analyse par rapport à la situation politique du Congo en cascade? Moi, pour moi, j'ai déjà répondu à cela. Ce sont des questions qui relèvent c'est le linge sale de la Chibili. C'est comme ça qu'il faut lire. Il n'y a rien à voir avec une question de justice d'un état de droit. Quand l'état de droit va arriver, vous allez vous en rendre compte parce qu'il y a des têtes qui vont tomber rapidement. Un type comme Yuma ne va pas se pavaner et faire n'importe quoi. Vous voyez? Donc c'est si simple que ça. J'ai beaucoup de questions, mon Dieu. Je vais essayer de... Je finis les questions qui sont là et puis j'attaque les questions que vous posez directement. Ramadan Husseini, Patrick, que pensez-vous des mesures de confinement à Kinshasa et dans le pays entier? Jusque le peuple pourra obéir à ses dirigeants quand on sait que nombreux d'entre eux vivent autour du jour. La gestion de l'épidémie au Congo, j'en ai parlé, c'est de l'improvisation. Nos dirigeants ne pensent pas. Notre ministre de la Santé n'était même pas capable de nous dire combien il y avait de respirateurs à Kinshasa, donc imaginez dans le reste du pays. Euh, le confinement a été mal géré, de mon point de vue. Et c'est très dangereux parce que cette affaire peut nous coûter extrêmement cher. Très cher.
Nous avons de la chance aujourd'hui que euh, ce virus ne se propage pas à la même vitesse que par rapport à ce qu'on a vu en Occident. C'est peut-être notre chance et croisons les doigts que ça n'arrive pas, sinon ce sera la catastrophe. Il y a pas, le confinement de Gombe va changer quoi? Quelles sont les conditions qui ont été créées pour s'assurer que Gombe était vraiment l'épicentre de la maladie? Non, si les gens de Gombe ont été diagnostiqués, simplement c'est parce qu'eux ont eu accès aux tests. Mais alors les gens des quartiers populaires, accès aux tests. Qu'est-ce qui nous dit que dans d'autres quartiers, il n'y a pas, la situation n'est pas catastrophique dans d'autres coins de la capitale ou même du pays? On ne le sait pas, on n'a pas de données, c'est ça la réalité. Tout ce qu'on raconte, c'est de n'importe quoi. À Gombe, ce sont des gens qui ont les moyens de payer pour avoir le test ou pour avoir accès au test. Ce qui n'est pas le cas de la grande majorité de nos compatriotes. La situation peut être beaucoup plus catastrophique ailleurs. Et c'est ça que les gens oublient, malheureusement. Euh, Gaël Badi, hello Patrick, pour vous, pourrais-tu m'expliquer l'implication de Louise Mushikiwab en rapport avec le concert de Fali Ipupa? Comment ça se fait qu'elle soit présidente de la francophonie pendant que le Rwanda est anglophone? Je sais que tu es busy, oui. Il y a une chose que je dois dire. La francophonie n'a jamais financé le concert de Fali. Ça, ce sont des rumeurs que des gens ont propagées. Et là, excusez-moi, mais chers compatriotes, j'en appelle quand même à votre sens, à votre jugeote, s'il vous plaît. Parce que ceux qui vivent en Occident pouvaient bien vérifier l'information. La francophonie, la francophonie n'a jamais financé le concert de Fali. Le Rwanda, j'ai entendu des gens dire que le Rwanda est impliqué, mais c'est faux. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous voyez j'ai un problème avec un groupe des soi-disant combattants? On peut, quand on a boycotté le concert de Fali, quand on a boycotté les concerts au début de 2010-2011, c'était pour des raisons claires qui n'avaient rien à voir avec le, le, le Rwanda. On avait dit que ces gens abrutissent les masses populaires, un argument qui est très, très valable. On a dit aussi que euh, les musiciens étaient devenus des vecteurs d'insanité, d'antivaleur. Moi, pour moi, juste ça, c'est pour dire non au concert. On n'a pas besoin de mentir. On n'a pas besoin de dire que Fali est financé par le Rwanda. Moi, j'ai écrit sur le Rwanda. Je suis attaqué par les Rwandais, des gens à Kigali, ceux qui, même sur Twitter, un peu partout. Mais où c'est pourquoi inventer une histoire à tenir debout? J'ai vu des gens dire, oui, la francophonie a financé, et vous, les Congolais de la diaspora, franchement, certains d'entre vous en tout cas, vous n'êtes pas capable de vérifier une information simple. Moi, j'ai vérifié, j'ai appelé pour savoir qu'est-ce qui se passe. L'organisateur du concert est un gars qui est impliqué dans le milieu du hip-hop. Les gens ont vu qu'on a écrit Yuma Production. Les gens disent, ah, c'est Albert Yuma. Non, ça n'a rien à voir. Et ce qui m'a choqué, c'est quand un combattant m'a dit en privé, Patrick, je sais que c'est pas ça, mais il faut tout Saraka Pona, Batba qui est concerté. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas besoin de ça. Pourquoi mentir à vos compatriotes? Non, Louis Mushikiwabo n'a jamais financé le concert de Fali. La francophonie est une organisation, c'est pas un individu. Et Louis Mushikiwabo, oui, a pris des photos avec Fali. Moi, quand on m'a posé des questions sur cette photo, je n'ai pas voulu commenter pourquoi. Parce que je dois savoir dans quelles conditions cette photo a été prise. Je ne le sais pas. La rigueur et l'honnêteté intellectuelle m'obligent à me taire, à ne pas commenter une situation dont je n'ai pas la maîtrise et dont je n'ai pas des éléments à tester à son sujet. Oui, la photo vous a dérangé, moi le premier, mais je ne peux pas commenter. Regardez, je reviens sur cette affaire-là. Les gens ont publié une photo de moi qui était d'ailleurs publique sur la page Facebook pardon, de la personne. Une photo avec la belle-sœur de Vital Caméry. On a dit, oui, Patrick a mangé 9 millions. Regardez, regardez. Un selfie que j'ai pris avec quelqu'un à sa demande en public. Elle m'a dit, je peux prendre un selfie. Je l'ai pris. On a pris, je dis, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, est-ce que je peux le publier sur ma page? Je dis, il n'y a pas de problème. Elle a publié. Ça fait plusieurs mois. Mais il y a des gens qui l'ont sorti pour dire, Patrick a mangé 9 millions. Et il y a des gens qui ont cru. Et c'est là où je me pose la question quand même sur l'intelligence des Congolais, de certains Congolais. Donc, Louise Mushikiwabo n'a jamais financé le concert de Fali. Par contre, en revanche, qu'on aurait dit qu'on ne veut pas du concert de Fali parce que la situation n'est pas arrangée, j'aurais dit, ouais, c'est un argument qu'on peut discuter.
qu'on peut défendre, mais pas mentir. Voilà. Pourquoi Louis Mouchikeb s'est retrouvé là? Parce que Emmanuel Macron a décidé de faire de Kagame l'élément pivot de sa politique en Afrique. Et dans le livre que je veux sortir, je reviens sur ça, j'explique en détail toutes ces choses-là. Macron a décidé de faire de Kagame un élément de son dispositif en Afrique centrale. C'est la raison pour laquelle la France a soutenu la candidature du Rwanda à la francophonie, alors que ce pays a toujours méprisé la langue française et ce pays qu'on appelle l'Hexagone, donc la France. Donc c'est la politique. Voilà. Euh, Chani Kambale, est-ce que l'état actuel de notre pays sans révolution, est-ce qu'à l'état actuel de notre pays, sans une révolution un peu à la française, comme le préconise Ngbanda, que faut-il faire? Mais ça prend un changement en profondeur et moi je suis d'accord avec ça, je l'ai dit à plusieurs reprises. Christine Ilunga, comment faire sortir notre peuple de l'occupation et diminuer la nocivité de l'Occident? Mais écoutez, pour sortir notre peuple de l'occupation, nous devons déjà... C'est une démarche. Notre peuple, moi je crois qu'il est prêt. Ce peuple souffre tellement que si on crée les conditions d'une véritable révolution, ça va arriver. Mais le problème, c'est quoi maintenant? C'est qu'il faut aussi que nous fassions comprendre à notre peuple, donc à nous-mêmes, nous devons nous faire comprendre à nous-mêmes, parce que même dans la diaspora, c'est pareil, que il ne faut pas regarder les individus, mais il faut regarder le système, premièrement. Et deuxièmement, il faut combattre le système en s'attaquant aux individus, bien entendu, mais il ne faut pas non plus que nous soutenons des gens, que nous en remettons à des gens. Parce qu'aujourd'hui, si vous soutenez Patrick Mbeko et non ses idées, le jour où Patrick Mbeko sera corrompu, retourner, ce qui n'arrivera jamais, et on dit jamais, jamais, mais moi je le dis, ce qui n'arrivera jamais, vous allez perdre une chose. Vous voyez? Au Congo, les gens s'attachent à des individus. Ils doivent s'attacher à des idéaux. Et c'est comme ça qu'on peut emmener un changement. Parce qu'on pourra savoir qu'une personne qui ne, qui ne partage pas des valeurs, qui ne fonctionne pas sur la base des valeurs et des principes, des idéaux, on va l'écarter. Mais si nous nous attachons à des gens, qu'est-ce qui va arriver? Quand Kabila a réussi une chose parce qu'il l'a compris. Il a compris que les Congolais s'attachent à des gens. Alors il a retourné Félix. On a vu beaucoup de nos compatriotes du Kassai le soutenir, les yeux fermés. S'il avait retourné, il a retourné Kizenga. On a vu beaucoup de nos compatriotes là, il faut le dire, du Bandoudu, le soutenir, les yeux fermés. Et il a réussi ainsi à déstructurer toute la colère qui s'était canalisée contre lui. Il a réussi à le déstructurer en retournant des gens qui incarnaient qui, aux yeux de beaucoup, incarnaient le changement, alors qu'il n'incarnait ils n'incarnaient rien du tout. Ils n'avaient pas d'idéaux. Ils ont été retournés à la première heure et leurs partisans ont suivi. Et le combat, et c'est comme ça d'ailleurs que le combat a eu un problème, même au niveau de la diaspora, on l'a vu. Les gens, regardez, vous avez des combattants qui sont pro-Ngbanda. Ils se font appeler les résistants. Vous avez des gens qui étaient pro-Tshisekedi. Ils sont allés avec Tshisekedi. Vous avez ceux qui sont pro-tel, ils sont allés avec tel. Qu'est-ce qui arrive? Si ces gens-là ne sont plus là, c'est fini. Alors qu'on doit défendre des idéaux. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'on ne doit pas soutenir les gens. On doit soutenir des gens qui ont des idéaux. Qu'on l'aime ou pas, cet homme se bat pour le Congo, a refusé la compromission, c'est le plus important. Idem pour un homme comme Martin Fayoulou. C'est très important. Mais gardons toujours une distance critique. Parce que ce sont des humains, ils sont faillibles aussi. Voilà. Guy Bekole, les Blancs ont détruit l'Afrique et veulent maintenant empoisonner nos enfants avec les vaccins. Vous dites quoi? Écoutez, moi, les Blancs, oui, les Blancs, vous dites les Blancs. Certains Occidentaux, je dirais ça comme ça, des intérêts privés veulent tester des vaccins en Afrique. Avec la complicité des Africains, il faut ajouter ça. Il y a des gens qui ont détruit l'Afrique avec la complicité des Africains. Il y a des gens qui détruisent les pays africains qui sont des Africains. Donc ce n'est pas une affaire de blancs, de noirs, de jaunes. C'est une affaire d'individus, de systèmes et des gens qui incarnent ce système-là. Ils sont l'incarnation de ce système-là. Je n'aime pas beaucoup blancs, noirs, parce qu'il y a des blancs qui aiment l'Afrique et qui font beaucoup de choses pour les Africains, beaucoup plus que les Africains. J'en ai vu beaucoup. Il y a aussi des Africains qui aiment l'Afrique, tout comme il y a des Africains qui détestent l'Afrique. Donc c'est comme ça que je le vois. Alors cette affaire de vaccin,
Beaucoup de pays africains ont signé ce truc-là pour qu'on teste les factions de leur pays. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont demandé à qui? Est-ce que ce sont les Blancs qui leur ont dit signer? Ils l'ont fait même. Le docteur Mouyembe a surpris tout le monde ici. Mais moi, quand l'année passée, je dis qu'il fallait qu'on questionne la façon de fonctionner de ce monsieur, pour qui j'ai un grand respect pour son parcours. Mais le respect ne m'empêche pas d'être regardant sur un certain nombre de choses, curieux et critique sur un certain nombre de choses. Quand j'ai parlé de ça, les gens ont dit, ah, mais Patrick peut quand même critiquer. Aujourd'hui, tu es aux Awapi. Moi, j'appelle les gens à avoir une distance critique par rapport à tout. Même moi qui vous parle, chers amis. Moi, en tout cas, je vous sens. Quand j'ai souhaité joyeux anniversaire à Madame Denise Nyakero Tshisekedi, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a des gens qui ont réagi bon, pour réagir. Il y a même des gens qui ont réagi pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le Congo. Qui te font des avances, tu dis non, et puis ça réagit à la page hystériquement. Ou qui veulent peut-être parler avec toi en privé, ou qui ont toujours voulu ça, tu n'as pas donné de suite, et puis ils ont réagi hystériquement. Donc les gens ne réagissent pas pour les mêmes raisons, même contrairement à ce que l'on peut penser, contrairement aux apparences. J'ai fait je souhaitais le joyeux anniversaire, il y a des gens qui étaient tellement craintifs qu'ils m'ont appelé, ils ont dit Patrick, ils ont appelé mes cousins, on a appelé. Et ça, je veux vous dire la vérité, ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, les Congolais savent ce qu'ils veulent. Certains Congolais savent ce qu'ils veulent. Il y a des gens il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, Patrick, si on te perd, moi, je ne croirai plus dans ce combat. Et vous savez, les gens ne s'en rendent pas compte. Hein, c'est une très grande responsabilité quand les gens vous écrivent en privé, de bonne foi, je parle des gens qui sont de bonne foi. Ça vient vous chercher. Moi, je ne suis pas président, je ne suis rien du tout. Mais il y a une responsabilité, je sens une responsabilité énorme. Pourquoi? Parce que les gens me suivent, les gens croient en moi. Je ne peux pas les décevoir, en aucun cas. Et quand je vois ça, ça me touche, mais en même temps, je leur dis aussi, vous avez bien fait d'être regardant et d'être dur à mon égard parce que si je déconne, vous devez m'attaquer. Mais vous devez être sûr que je déconne. Et vous devez m'attaquer. Si je déconne de bonne foi, reprenez-moi. Parce que je ne suis pas saint. J'ai des défauts, je peux faire des erreurs. Et j'en fais, comme vous et comme tout le monde. Vous comprenez? Mais c'est très important d'être intransigeant sur le plan des principes. Et moi, quand les gens sont intransigeants à mon égard, je suis content parce que je me dis, je le suis à l'égard des autres. Les autres ont le droit de l'être à mon égard, en autant que ça soit fait de bonne foi. Voilà. Ici, les questions d'ici sont finies. Je vais regarder maintenant les questions que vous posez directement ici. On attend les livres. Oui, ça va arriver. Kinshasa la Belle, Chambé, une loi qui stipule qu'un véhicule non assuré ne peut pas être garé sur la voie publique, c'est-à-dire en cas d'accident avec un autre, le non assuré ne connaît pas un simple principe pour un intello comme toi. Ma question, que pensez-vous des félicitations que vous avez adressées à Madame Félix dernièrement, alors que moi je la considère comme non assurée? Kinshasa la Belle. Mais écoutez, j'ai vu beaucoup de réactions quand j'ai fait ça, et je l'ai fait, excusez-moi parce que, comme je vous dis, je suis un peu souffrant. Ce n'est pas le verre de laine sambarisé qui est dans mon frigo, juste pour un peu détendre l'atmosphère. Euh, quand j'ai écrit ça, j'étais conscient qu'il allait avoir des réactions. Quand j'ai adressé mes voeux et puis mes souhaits à la première dame, je savais qu'il allait avoir des réactions. Mais alors pourquoi je l'ai fait? Je veux m'expliquer parce que des gens m'ont dit, tu n'avais pas à le faire. J'ai dit, je m'explique devant les Congolais qui me suivent parce que c'est eux qui font que je sois ce que je suis, au-delà de ce que je fais. Et j'ai un grand respect pour les Congolais qui me suivent. Quand ils ont des questionnements, je dois m'expliquer. Vous avez posé votre question et je veux vous répondre. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait pour montrer d'abord, c'était un message que j'avais adressé d'abord aux Tshisekidistes et puis aux autres compatriotes qui sont anti-tshisekidistes. Les gens ont oublié, parce que les gens ont dit Mbeko allié, allié. Ce que les gens ont oublié à ce moment-là, c'est que 2 jours auparavant, j'avais fait un post d'une extrême dureté à l'égard de Félix. Les gens ont oublié ça. C'était après son passage à devant l'AIPAC.
Et j'ai des amis qui m'ont écrit pour me dire, Patrick, tu as été extrêmement dur envers Félix. Tu es vraiment allé quand même loin. Et il y a des gens qui m'ont écrit aussi parce que je reçois beaucoup de messages. Je reçois minimum par jour 80 messages. Des gens qui m'écrivent pour X. Et là, je ne parle pas des gens qui envoient des trucs. Je parle des gens qui m'écrivent, qui veulent une réponse. 80, 100 messages et plus par jour. Et je prends la peine de lire et de répondre quand je peux. Et quand les gens m'écrivent, je me dis, il faut rectifier le tir parce que on ne s'entête pas dans le mal. C'est pas parce que je suis critique à l'égard de Félix que je dois le traiter n'importe comment. Parfois, ce n'est pas bien. Et j'ai adressé le vœu d'anniversaire parce que, un, elle est née au mois de mars, comme moi. Et quand j'ai dit que les gens du mois de mars sont euh, des gens intelligents, les gens pensaient que je louangeais Madame Yakeru. Non, c'est juste parce que je nous jetais de fleurs, à commencer par moi-même, parce que je suis né au mois de mars. C'était en fait, je faisais de l'ironie, si vous voulez, d'une certaine manière. Deuxièmement, mon message était pour montrer aux Tshisekidistes que c'est pas parce que je critique Félix que je, je ne peux pas souhaiter joyeux anniversaire à sa femme avec élégance. Et le même message, je l'ai adressé aux autres Congolais qui pensent que on est là, on combat Félix, Tshisekedi, sa femme et tout. Non, on ne combat pas Félix, on combat les politiques de Félix. On combat les façons de faire de Félix. On combat le système qui est en place. C'est la raison première pour laquelle je souhaitais joyeux anniversaire à cette femme. Je voulais surprendre tous ces gens-là en leur montrant que Patrick Mbeko, contrairement à ce que certains pensent, n'a pas d'animosité, n'a pas de problème personnel avec les Tshisekedi, avec le couple présidentiel ou les gens qui sont là au pouvoir. D'ailleurs, j'entretiens, je vous le dis, je ne vous le cache pas, j'entretiens de très bonnes relations avec certains Tshisekedistes, avec certaines personnes qui sont proches de Félix, avec certains kabylistes, avec des gens même autour de Vital Kamerhe. C'est pour vous dire que pour moi, en fait, le combat, ce n'est pas contre l'individu. Mon combat, c'est contre des systèmes. Aujourd'hui, si Félix fait quelque chose de bien, je veux dire que c'est bien. Je ne dirai jamais que c'est faux. Ce sera malhonnête. Et c'est là où je dis, c'est là où les principes deviennent importants dans la vie d'une personne. Moi, je me mets au-dessus de la mêlée. Moi, je ne suis pas là pour faire. Je tape tout le temps. Personne n'a tapé sur les Tshisekedi plus que moi. Moi, quand je tapais sur les Tshisekedi, beaucoup de combattants étaient des pro-Tshisekedi. Beaucoup m'insultaient. Ceux qui aujourd'hui m'ont traité de vendu, c'est eux qui étaient avec les Tshisekedi. Moi, j'ai tapé sur les Tshisekedi. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne les aime pas, parce que j'ai un problème personnel. Je l'ai fait parce que je leur politique. J'ai commencé par le père. Et ça ne m'a pas empêché de m'interroger sur moi-même, sur mes positions sur le père, et de revenir dire que parfois j'ai été très dur à son égard. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un post pendant ses obsèques pour dire que parfois je me suis aussi trompé. Non, même si je ne me suis pas trompé, mais j'ai été dur dans mon jugement. La remise en question est très importante si on veut avancer. C'est vraiment la raison pour laquelle, Kinabel, j'ai euh, écrit à Madame Yakiro. Je peux même vous dire que même les gens, les Tshisekedi, étaient très surpris. Je sais que beaucoup d'entre eux étaient très surpris, mais Mbeko, c'est Mbeko qui a écrit ça. Oui, c'est Mbeko qui a écrit ça. C'est comme ça qu'on surprend les gens. C'est comme ça qu'on montre aussi à beaucoup de Congolais, voilà comment on doit combattre, par des principes. L'adversaire, on le combat sur le terrain militaire, mais il arrive aussi au chef d'état-major de se serrer la main. Vous savez, pendant la guerre contre l'Allemagne nazie, les chefs de services secrets des pays occidentaux communiquaient avec leurs homologues allemands. C'est ça la réalité aussi de la politique. C'est vraiment pour ça, ça n'a rien à voir avec ce que les gens racontaient à Liembongo, non. Moi, si je voulais avoir de l'argent, je vous dis, la présidence m'a demandé. Les gens, si je veux aller au Congo, je prends mon téléphone, j'appelle. Demain, la présidence m'envoie, et je vous le dis là, la présidence va m'envoyer des voitures, je vais aller travailler. Et je le dis sans aucune prétention. Si je veux travailler avec n'importe quel parti, je m'annonce, ils vont me prendre. Je le dis sans aucune prétention parce qu'ils me l'ont demandé à plusieurs reprises. Donc, ce n'est pas sur Facebook que je vais annoncer que je veux venir travailler avec vous, non. Donc, c'était vraiment pour montrer que on peut être contre des politiques et être élégant à l'égard des gens, de certaines personnes
qui font des choses que nous n'apprécions pas. C'est une question de principe. Euh, Patrick Mbeko, confirmez-vous l'emplacement et le déploiement des jeunes Rwandais partout sur le territoire congolais pour apprendre la culture en fait de nous diriger demain? Mais ça c'est pas nouveau. Hein. Je vais vous dire une chose, c'est pas nouveau. L'arrivée des Rwandais, d'abord, je l'avais annoncé, l'entrée des troupes rwandaises qui ont été RDC, mais il y a beaucoup de Rwandais qui ont été envoyés en RDC pour apprendre, par exemple, la langue nandais. Ça, on le sait, ça date de plusieurs années, ça. Il y a beaucoup de Rwandais qui ont pris la nationalité, quand on a remis la nationalité congolaise de manière frauduleuse, et qui ont changé de nom pour employer, qui ont adopté de nom Luba, surtout beaucoup ont adopté de nom Cassien, on le sait. Ça, c'est pas nouveau, en fait. C'est même, ça fait plusieurs années que ça a commencé, mais avec Félix, ça a pris l'ampleur. Euh, dans un pays normal, celui qui complot contre son pays est déchu de la nationalité considéré, oui. Jules Leshanga Matiafou, le docteur Mouyemba a engagé le Congo dans les rangs des pays volontaires pour la phase test des vaccins sur la population. Que peut-on dire de son rétropédalage? Écoutez, moi, le rétropédalage du docteur Mukwege, je le salue, mais je m'en méfie. Parce qu'il y a eu un engagement. Est-ce qu'ils ont reculé par rapport à l'engagement? La question est non. Moi, je suis contre les tests en Afrique. L'Occident a des problèmes ici, là, nous avons des problèmes ici. C'est ici qu'il faut le tester, pas en Afrique. L'Afrique ne peut pas devenir le laboratoire de ce genre de tests pour le plus grand bonheur du genre en Occident, ça ne marche pas. Quand le test ici, on n'a pas besoin de ça en Afrique actuellement. Donc, le docteur Mouyembe, pour moi, il peut être un grand scientifique, mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est ce que je peux dire. Pour avoir enquêté un tout petit peu sur le cas d'Ebola, je l'ai écrit, j'étais d'ailleurs le seul à le dire à cette époque-là. Euh, Personne ne m'a écouté, mais on voit les choses. Le problème, c'est pas parce que les gens m'ont dit, mais Patrick, le docteur, c'est quand même. Les gens m'appelaient de Kinshasa pour me dire, Patrick, le docteur, c'est quand même un homme important. J'ai dit, oui, je ne remets pas en question son expertise. Je remets en question sa façon de faire, sa probité morale et intellectuelle. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Sur le plan éthique aussi, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Mais le docteur Mouyembe, je l'ai rappelé, il a travaillé avec un laboratoire pharmaceutique. Alors nous, on ne peut pas accepter ça. Qu'il soit professeur, qu'il ait reçu des prix ailleurs, ce n'est pas notre problème. C'est l'avenir des Congolais dont il est question. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Ce test-là, que le docteur Mouyembe, parce que le Mouyembe, il y a eu un rétropédalage, mais il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de test. C'est ça qu'il faut retenir. Il a dit qu'ils vont commencer là-bas avant de tester ici. Moi, je dis qu'ils commencent là-bas, qu'ils restent là-bas. Non, non, ici, si on veut. Voilà. Euh, Reformer l'homme congolais, Christine Noulonga, et sanctionner certains comportements en effet pour la communauté. Je suis totalement d'accord avec vous. Euh, euh, Tu parles souvent de la médiocrité des Congolais, surtout des soi-disant leaders politiques et autres. Que proposes-tu pour changer cet état de choses? Katende, c'est ça. Vous savez, oui, je parle beaucoup de médiocrité, mais je pense que c'est devenu généralisé au niveau des Congolais et à tous les niveaux. Que faut-il faire? Moi, j'ai toujours dit, nous devons commencer par nous. Si nous montrons que nous sommes portés à la médiocrité, les médiocres vont nous proposer davantage de médiocrité. Je crois qu'on se comprend là. Moi, personnellement, je ne suis pas toutes les conneries qui sont sur le net. Je ne les suis pas. Je ne suis pas des soi-disant journalistes qui sont grossiers, des gens qui viennent, qui racontent n'importe. Je ne les suis pas. Pourquoi? Parce que ça n'édifie pas. Or, les Congolais aiment suivre ce genre de choses. Et quand vous suivez ce genre de choses, vous poussez ceux qui sont médiocres, ceux qui le propagent, à l'être davantage, à le faire davantage. Alors nous devons changer nous-mêmes avant de demander aux autres de changer. J'insiste beaucoup sur cela. La rigueur dans notre façon de faire les choses. Très important. Tant que nous allons accepter des aventuriers, des cancres, excusez-moi l'expression, comment un pays normal peut accepter d'être dirigé par des gens dont nous connaissons le pédigré? Comment, et ça je parle de gens qui sont pays, même nous aussi, comment dans une diaspora normale, des gens qui veulent le changement peuvent s'en remettre à des combattants dont le pédigré pose problème? Posons-nous des questions. Parce que les gens qui sont au Congo sont des gens qui étaient aussi dans la diaspora. Comment quelqu'un peut venir se mettre devant vous et vous dire qu'il y a un leader? Comment on peut avoir cette idée, tu es jaloux de quelqu'un parce qu'il est au pouvoir? Le gars est un délinquant. C'est-à-dire que l'idée même que nous avons, qu'on peut être jaloux d'un délinquant, pose problème.
Donc, nga, moi, Patrick Mbeko, je vais être jaloux, il y a des délinquants. Naza consultant pour Nabarus, Naza consultant pour Namendele, consultant pour l'Union africaine. Nakomi, Kolanda, Nakozala jaloux, il y a Moutoumoko, Aza délinquant. Parce qu'il est au pouvoir. C'est-à-dire, il y a, au niveau du logiciel, il faut changer notre façon de voir les choses. Nous devons changer notre manière d'aborder certaines questions. Si nous voulons que la médiocrité prenne fin, nous devons déjà nous-mêmes changer et refuser de promouvoir tout ce que font les médiocres. Parce que tout a comme vous savez comment est-ce que nous sommes arrivés à ce point. Vous avez eu Mobutu est tombé, l'AFDEL est arrivé. L'AFDEL, c'était un groupe d'aventuriers. Ils ont dit, pour asseoir leur système, ils ont appelé des gens qui étaient intelligents. Ils leur ont dit, écoutez, vous allez nous permettre de faire durer notre système, pas de servir le pays. Et en retour, nous allons vous donner quelques billets verts. Les gens intelligents se sont mis à la remorque des gens qu'ils étaient censés en fait éclairer de la meilleure manière. Donc, ils se sont mis à la remorque des délinquants. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les autres délinquants qui ont vu ça, les voyous, les autres gens ont vu ça, ils ont dit, mais si les gens intelligents se mettent au service des gens qui sont cons, mais nous aussi on peut essayer. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu en 2006, pendant les élections, les premières, qu'on a soi-disant démocratiques, des gens sont allés postuler pour devenir députés alors qu'ils ne valaient rien du tout. Et on a acclamé. Nous avons acclamé ça. Des gens qui n'étaient pas censés être là se sont retrouvés là avec les acclamations des Congolais que nous sommes. Et le système, la médiocrité s'est métastasée. Parce que les autres médiocres ont dit, mais si les médiocres que nous connaissons sont arrivés là, ce que nous aussi nous pouvons arriver là. Voilà, c'est tout un système aujourd'hui qui est pourri. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours été extrêmement dur. Parce que la médiocrité dans notre société, dans notre communauté, s'est métastasée, malheureusement. Et pour changer ça, ça prend des manières fortes. Parfois, les gens disent, Patrick Mbeko, vous êtes très dur dans vos propos. Oui, je le suis, parce que ce que font les médiocres coûte très cher. Vous savez, on parle aujourd'hui de détournement des millions de dollars. Tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement tirer sur lui, poignarder. Quand vous détournez de l'argent, les fonctionnaires ne sont pas payés. Imaginez des fonctionnaires qui attendent d'être payés pour aller payer les soins de santé de leurs enfants à l'hôpital. Vous ne les payez pas. Ils ne peuvent pas payer les soins de santé de leurs enfants. Les enfants le meurent. Qui est responsable de la mort de ces enfants-là? Ce sont les politiciens. C'est la raison pour laquelle je dis ces gens-là, ce sont des imbéciles. Ils ne méritent pas notre respect. Et quand on dit ce sont des imbéciles, ce n'est pas une insulte. C'est une qualification. Allez voir le dictionnaire, c'est ce que ça veut dire. Je suis très intraitable à l'égard des médiocres et de la médiocrité. Et je ne peux pas l'accepter parce que la médiocrité est en partie responsable des 6 millions de morts du Congo. Les gens ne font pas la corrélation entre ça. Les gens pensent seulement à la guerre du Rwanda. Non, le Rwanda a utilisé des Congolais médiocres et ça nous a coûté 6 millions de morts. Et cette médiocrité continue à nous coûter très cher aujourd'hui. Voilà. Albert Youma est le sénateur dans l'affaire de 200 millions. Est-ce que les Américains sont derrière l'affaire Cameri? Non, les Américains ont poussé Félix dans plusieurs affaires. Et d'après ce que je sais, ils se sont rendus compte que Félix n'avait pas les moyens de changer les choses et il n'était pas honnête envers eux. Ça, je l'ai su d'un diplomate occidental après. C'est-à-dire que Félix n'est pas crédible à leurs yeux. Ils ont tout fait, mais ils sont nommé Premier ministre, c'est justement parce que les Américains ont dit non. C'est pas parce que Félix refusait. Il y a des décisions qui n'ont pas été prises par Félix. C'est juste parce que la conjoncture politique a fait qu'il ne pouvait rien faire et Kabila a compris qu'il ne pouvait pas mettre de la pression sur Félix. Donc, il y a toujours les Américains qui gravitent, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'ils ne sont pas là pour nos beaux yeux. C'est très important. Bonsoir Patrick, comment voyagez-vous? Ah non, je pense que vous voulez dire comment voyez-vous la sous-région de la CEMAC politiquement, économiquement d'ici 10 à 15 ans? Je ne suis pas très optimiste parce qu'il n'y a pas beaucoup de vision au niveau de la région et de la sous-région. Euh, euh,
Que doit faire Fachi pour se défaire ou sortir de l'emprise de la Kabylie, demande Sonia. Euh, Fachi, Félix a besoin de courage, d'humilité et d'honnêteté. La seule façon de se débarrasser de Kabila, c'est d'affronter le deal. S'il faut mettre Kabila en porte, pour mettre Kabila dans une situation intenable, il faut dénoncer le deal. Mais ça prend du courage. Félix en a? Je ne pense pas. Ça prend de l'humilité. Pourquoi? De dire aux Congolais, voilà ce qu'on a fait. J'ai fait ce deal en pensant que j'allais me défaire de Kabila, mais je me suis rendu compte que je ne suis pas capable de le faire. J'appelle mon frère Martin Fayoulou, j'appelle mes frères de l'opposition, mettons ensemble, mettons fin à cela. Vous savez, si aujourd'hui Félix fait une déclaration pour dire qu'il y avait deal, vous savez ce que ça aura comme répercussion? Ça va déstabiliser complètement le système qui est en place. Est-ce qu'il a le courage de le faire? Moi, ce que je sais, c'est que si ça doit arriver, si une telle situation, une telle chose devait arriver, je vous dis, même l'armée va se ranger. Et pas du côté de Kabila, contrairement à ce que beaucoup pensent. Félix n'a pas le courage. C'est quelqu'un qui n'a pas une personnalité forte. Et Kabila le sait et il exploite sa outrance. Euh, Chaque Africain doit être leader dans l'âme de l'Afrique. L'Union vient de faire parvenir 20 000 doses de chloroquine à Kinshasa, coût de 50 000 dollars. Que l'État congolais. Pensez-vous aussi qu'il s'agit du bioterrorisme? Ce qu'il faut comprendre, bon, il y a beaucoup de choses qui se disent hein, sur ces questions-là. Euh, euh, Moi, je ne pense pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut avoir de bioterrorisme. Bon, on n'est pas dans le bioterrorisme, ça c'est sûr. Mais il peut y avoir des situations où on peut créer des virus et puis après on n'arrive pas à les contrôler. Ça arrive aussi. Mais ce qu'il faut comprendre ici sur cette grippe-là, parce que moi, ce qui m'a beaucoup intéressé sur, bon, pas la grippe, sur le Covid-19, ce qui m'a beaucoup intéressé sur le Covid-19, ce sont les statistiques. Et les statistiques, jusqu'à présent, contrairement, malgré tout ce que disent les médias, ce n'est pas si extraordinaire que ça. C'est le degré de contagion qui inquiète, mais les statistiques nous montrent quand même que cette maladie-là tue moins que la malaria. Maintenant, euh, est-ce qu'on peut l'utiliser contre nous? Je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'il y a des choses qui sont, il y a des situations, il y a des situations, il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles que ça. En revanche, nous devons, nous, être vigilants. Parce que euh, il y a des choses qui sont passées en Afrique. On a sacrifié des gens, des millions de gens. Et ceux qui l'ont fait, leur système est toujours en place. Le capitalisme n'a pas d'état d'âme. Je ne dis pas que c'est le cas du Covid-19. Pour moi, non. Par contre, je dis que ça peut passer par d'autres moyens ici aux Africains d'être vigilants. Voilà. Ma deuxième question, votre deuxième question. À Audrey Moulet, quel bilan dressez-vous des années FCC Cash aux affaires et que présagez-vous des 3 ans qui restent? Mais écoutez, le bilan est désastreux. Euh, dans les 2, 3 années à venir, ce qui va se passer, d'après moi, est très simple. Cash va éclater. Ça, je l'avais dit depuis l'année passée. L'un de deux va s'allier à Kabila. Ça, c'est sûr et certain. C'est comme ça. Mais ils ne vont pas affronter Kabila. Ça, c'est sûr et certain aussi. Il y aura un combat, mais qui va se passer à d'autres niveaux, qui ne va peut-être pas impliquer le cash contre le FCC. Il y a des choses qui se font. Je reviendrai sur ça. Désolé de ne pas rentrer dans beaucoup de détails, mais je reviendrai sur ça. Il y aura beaucoup de surprises là pour les 3 années à venir. En tout cas, entre 2021, non, c'est dans 2020, entre 2022 et 2023, on risque d'avoir des surprises. C'est ce que je peux dire. Mais ce ne sera pas avec Cash. Cash va éclater. L'un des deux, soit l'UDP, soit l'UNC va se greffer à la Kabylie. Ça, c'est sûr et certain. Euh, Bonsoir, n'oublie pas les que vous avez reçus en privé. Oui, il y a des questions privées, j'en ai pris certaines, d'autres non. Si vous pouvez la reposer, parce que si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, posez quand même, parce que le temps file quand même. Euh, Pourquoi l'argent de ces fameux 100 jours n'est-il pas passé par la Banque centrale? Bon, ça c'est la gestion, vous savez, nous avons des brigands au pouvoir. Euh, euh, Peux-tu nous donner une liste d'idéaux? Christine Ilunga, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai parlé des valeurs et puis j'ai parlé aussi au niveau du pays. Euh, Aujourd'hui, nous devons chercher le bien-être de tout le monde, de la majorité. Pas le bien-être d'un groupe de gens, pas le bien-être seulement de nos proches.
euh, le développement du Congo, euh, la santé, l'éducation pour tous, toutes ces choses-là, ce sont des idéaux que moi je chéris beaucoup et tout ça. Et donc je crois que il y en a tellement qu'on ne peut pas tout énumérer. Kevin Bonpol, effectivement, si Lumumba est rentré dans la postérité, c'est aussi parce qu'il a incarné un idéal. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec vous. Euh, euh, il y a tellement de questions. Je dois quand même. Au final, c'est quoi? Ah, Laurine Maquier, c'est vite. Au final, c'est quoi un land sambarisé? Ben écoutez, le land sambarisé, c'est ma formule magique. Donc, c'est une formule que j'utilise comme ça, parfois pour amuser la galerie, mais c'est une formule magique. C'est ça qui me permet d'être un peu lucide de temps à autre. Voilà. Euh, Christine, je lis beaucoup, Francis Cousin. Oui. Euh, euh, il y a beaucoup. Je regarde parce qu'il y a des questions que je passe. J'essaie de répondre aux questions auxquelles je n'ai pas répondu. Euh, euh, Salut Patrick, courage, je garde le front. Euh, Honorable Fidèle Tingombay, bonjour. Euh, euh, Sylvie, bonsoir. Hein. Sans vouloir dédouaner l'actuel président et refusant toute posture victimaire, nous savons que beaucoup ont intérêt à ce que la RDC reste dans cet état léthargique. Selon vous, quel est le degré de responsabilité de ces derniers dans l'actuelle situation de notre pays? Moi, je veux répondre de manière peut-être globale. Et je pense qu'il y a un problème. Le premier problème, c'est que ce n'est pas parce que nous condamnons Félix que nous devons souhaiter son échec. J'insiste là-dessus parce que nous ne savons pas faire la part des choses. Parce que nous sommes contre Félix, parce qu'il est arrivé au pouvoir dans les conditions que nous savons, nous allons lui souhaiter tous les malheurs du monde. Un Congolais sensé ne peut pas. Si Félix aujourd'hui arrive à redresser la situation, nous devons l'acclamer. Ne faisons pas de Félix, n'ayons pas une fixation sur l'homme. Regardons ses politiques, c'est ça qu'on doit dénoncer pour qu'il y ait un changement. On ne dénonce pas pour le plaisir de dénoncer. On dénonce pour qu'il y ait un changement. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que il ne faut pas souhaiter l'échec à Félix. Quand bien même, quand bien même, nous ne sommes pas d'accord avec lui, mais nous ne devons pas souhaiter l'échec à cet homme. Quand bien même nous savons qu'il est entre les mains du système kingakassien. Voilà. Euh, notre modèle politique actuel est hérité de nos oncles belges. Peut-être n'est-il pas totalement adapté à nous autres, le pouvoir est dans les mains de quelques-uns. Bah, bon, personnellement, j'ai toujours pensé que nous devons créer notre propre système. Nous devons penser à un système politique qui rencontre nos propres besoins. Regardez la constitution du Congo, c'est une copie conforme à quelques différences près de la constitution, je crois, française. Pardon. Nous faisons du copier-coller. Nos universitaires, c'est tout ce qu'ils savent faire. Nos juristes, ils sont très bons pour nous parler des choses là que le commun des Congolais ne comprennent même pas. Nous devons créer notre système. C'est là où l'intelligence doit s'exprimer. Penser à un modèle congolais qui réponde aux besoins des Congolais, aux problèmes des Congolais. Nous avons besoin de ça. Je ne dis pas qu'on doit tout rejeter. Non, je dis simplement, on peut garder ce qu'il faut garder, mais nous devons penser à un modèle congolais parce que la structure même de notre système est héritée des anciens colons. Et nous réfléchissons, pour la plupart de ces gens qui sont là, réfléchissent par procuration. Le système éducatif, qu'est-ce qu'on a changé au fond? Moi, quand j'ai étudié au Congo, j'ai beaucoup plus étudié sur l'Europe, sur l'histoire de l'Europe que sur l'histoire du Congo. C'est une réalité aussi. Au secondaire, on apprend beaucoup sur l'histoire de l'Europe, mais sur l'histoire du Congo, sur les particularismes, non. De nos propres pays, non. Nous en savons moins sur nous-mêmes que sur les autres. Et ça pose problème. Nous devons apprendre beaucoup plus sur nous. Un enfant congolais doit connaître l'histoire du Congo, l'histoire du Kasaï, de toutes les régions du pays. Il ne peut pas connaître l'histoire de la France plus que l'histoire de son propre pays, ça n'a pas de sens. Or, c'est le cas aujourd'hui. Et les gens pensent que parce qu'ils s'expriment en français, qu'ils sont intelligents. Non, on a des gens, moi j'ai toujours dit, on a des illettrés, je les appelle des analphabètes ambulants. C'est-à-dire des gens, des analphabètes universitaires. Ils ont étudié, ils ont des doctorats, mais ils sont des analphabètes. Intellectuellement, ils sont limités.
En tout cas, c'est ce que je pense. Donc voilà. Est-ce qu'il y a... Je vais regarder ici à côté parce que je vois il y a des gens qui ont posé des questions ici, mon Dieu. Euh, je regarde très rapidement parce que il y a des gens qui ont commenté. Donnez-moi, je vois. Bah, écoutez, je crois que j'ai quand même tenté de répondre aux questions. Si on a posé quand même, j'essaierai dans un autre live de toujours répondre à vos questions. C'est pas évident, ça ferait presque 2 heures, ce qui n'est pas évident, mais je crois quand même avoir répondu à la plupart de vos questions du mieux que je peux, avec les moyens qui sont les miens, avec les connaissances qui sont les miens. Je l'ai fait humblement et donc je crois avoir contribué à, à l'évolution des connaissances en tout cas, je vous ai permis de comprendre certaines choses que vous ne compreniez pas par rapport à l'actualité du pays, aussi par rapport à l'actualité internationale. Donc, je vous remercie pour encore une fois pour votre présence et puis que Dieu bénisse entre vous, qu'il bénisse notre pays. Et j'espère surtout que la situation va s'arranger et que demain nous nous retrouverons peut-être tous au Congo pour célébrer la libération de ce pays-là. Donc, prenez soin de vous et de vos familles. Et puis, vous voyez ce que coûte le confinement. C'est ça. Donc, voilà. Et puis, encore une fois, que Dieu vous bénisse. Salut.